Il y a des expériences dans la vie qui ne s'expliquent pas, qui ne se comparent pas et qui s'impriment dans ton âme comme un avant et un après. L'ayahuasca, pour moi, ça a été exactement ça. Et ce qui est drôle, c'est que mon histoire avec elle a commencé bien avant la cérémonie, bien avant d'arriver au Pérou. Ça a commencé le jour où l'esprit de la plante est venu me rendre visite. J'étais chez moi en train de faire un breathwork quand tout d'un coup j'ai senti sa présence arriver à mes côtés. J'ai senti sa forte énergie, féminine, ancienne, imposante, puis à ce moment-là, j'ai tout de suite su que c'était elle. Et j'ai compris qu'elle venait me voir parce qu'elle venait m'appeler. Elle venait m'indiquer que j'étais prête à venir m'asseoir en cérémonie avec elle puis à aller la rencontrer. Puis à ce moment-là, ma réaction, ça a été « Non, 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 pas maintenant. Je suis pas encore prête. Peut-être dans 3 ans, dans 5 ans, dans 10 ans, mais pas tout de suite. » Parce que même si je suis voyante, même si j'ai l'habitude de naviguer les mondes invisibles, même si j'ai vécu plein d'expériences avec plein de psychédéliques différents, pour moi, l'ayahuasca, ça a toujours été comme le next level, puis vraiment l'expérience que je sais que ça va m'amener le plus profond à l'intérieur de moi. Donc, quelques semaines plus tard, j'étais au Pérou et à ce moment-là, je pouvais pas m'imaginer l'expérience que je m'apprêtais à vivre. Et dans cet épisode, je veux te raconter ma première expérience avec l'ayahuasca. Comment j'ai entendu son appel, comment je me suis préparée à mourir, littéralement, ce que j'ai vu, ce que j'ai ressenti, ce que j'ai dû affronter cette nuit-là et les messages qu'elle m'a laissés dans une cérémonie qui a duré près de 17 heures. Bienvenue sur le podcast Guide Cosmique. Hello belle âme et bienvenue sur le podcast Guide Cosmique. Si on ne se connaît pas encore, salut, moi c'est Maëva, je suis voyante, travailleure énergétique, enseignante et en parallèle éternelle étudiante de l'école de la vie. Et dans cet épisode, aujourd'hui, je te partage enfin mon expérience, ma première expérience avec l'ayahuasca. Donc ça remonte en avril dernier, il y a 8 mois maintenant de ça. J'ai eu le temps de beaucoup refléter sur cette expérience, de beaucoup intégrer, vraiment comprendre les leçons que ça m'a enseignées, puis de vraiment faire un bout de chemin avec ça. Donc, je suis vraiment contente de te partager ça aujourd'hui en rétrospective de l'expérience. C'est important pour moi de faire un petit bout de chemin. J'aime pas trop vivre des expériences puis les partager, surtout des expériences de cette profondeur. Cette cérémonie avec l'ayahuasca, ça a été très, très, très deep, intense, profond pour moi. Des expériences de la sorte, juste après, je trouve que c'est trop frais. Il y a tellement encore à comprendre puis à intégrer, puis je préfère toujours faire mon petit bout de chemin et partager mon expérience avec un peu plus de recul. Petit disclaimer avant d'aller plus loin dans cet épisode, je te partage ma propre expérience personnelle avec l'ayahuasca. Je n'encourage pas la consommation de quelconque psychédélique ou de quelconque substance. Je partage vraiment mon point de vue, l'expérience que j'ai vécue, puis mon avis personnel en tant que voyante, travailleur énergétique sur vraiment la dimension spirituelle et énergétique de ces plantes-là, qui sont pour moi des véritables technologies de conscience. Okay? Donc, j'encourage pas la consommation. Je ne suis pas médecin, je ne suis pas thérapeute. Va consulter un professionnel de la santé si tu as des questions et tu es un adulte responsable, donc fais tes propres choix conscients. Maintenant, commençons directement. C'est quoi l'ayahuasca? Donc, si tu ne sais pas c'est quoi l'ayahuasca, c'est une genre de décoction psychédélique amazonienne. Okay? C'est en gros une genre de potion magique. Mais si tu connais un petit peu l'univers des psychédéliques, donc de ces substances qui peuvent altérer ta conscience, l'ayahuasca en fait absolument partie. Et elle est vraiment considérée comme la grand-mère. Je te réfère, si tu es un peu nouveau dans le monde des psychédéliques ou de ce sujet-là, quelques épisodes avant celui-ci, j'ai fait un épisode complet sur vraiment les psychédéliques, comment est-ce que ça a changé ma vie, puis mes expériences avec ça. Donc, je te conseille de te référer peut-être à ça en premier. Et comment est-ce que c'est fait l'ayahuasca? C'est traditionnellement fait avec la liane d'ayahuasca. Donc, l'ayahuasca est
une plante, un arbre, si je ne me trompe pas, avec des genres de grandes lianes. Et c'est mélangé avec la chacruna, qui est une plante qu'on ajoute à ce mélange-là d'ayahuasca. Puis la chacruna vient comme fournir la DMT. Donc, c'est vraiment avec la chacruna que ça vient comme ajouter le composé psychédélique actif. Donc, c'est fait vraiment selon des traditions. Comme je te dis, c'est fait comme plus par des peuples en Amazonie qui connaissent la médecine de l'ayahuasca, qui connaissent ces traditions-là, qui la concoctent vraiment genre en conscience. Et c'est reconnu pour être une des expériences psychédéliques les plus intenses, les plus profondes. Déjà, c'est des longues cérémonies. Donc, quand tu t'assois avec l'ayahuasca, c'est des très, très longues cérémonies qui peuvent durer au moins 6 heures, souvent plus, ou dans de ce temps-là, tu es vraiment sous l'influence de cette médecine. Traditionnellement, ils appellent ça des médecines ancestrales, mais sous l'influence de cette plante et du psychoactif, donc vraiment sous les effets, puis dans un état de conscience altéré. C'est reconnu pour t'amener vraiment profondément dans ta conscience. Il faut comprendre que l'ayahuasca, c'est vraiment une médecine qui est chamanique. OK? Ce n'est pas une potion magique que tu consommes et qui va élever ton taux vibratoire et t'amener dans des dimensions forcément plus hautes. C'est énergétiquement, quand tu connectes à l'énergie de l'ayahuasca, c'est une médecine chamanique qui t'amène à baisser énormément ta vibration puis à entrer vraiment dans ton propre bas astral, dans tes propres profondeurs intérieures, puis aller à la rencontre de tes propres peurs les plus profondes, de tes plus grandes blessures pour aller les transmuter. Donc, c'est un peu tout le but du chamanisme. Le chamanisme, ça travaille dans des fréquences qui sont plus basses. Fréquence basse ne veut pas dire mauvais, mais c'est un espace où on va plonger justement dans ce qui est plus dark, dans ce qui est plus difficile, lourd, pour aller le transmuter, pour aller opérer une certaine guérison énergétique et émotionnelle et sur tous les autres plans. OK? Donc, ça t'amène à baisser ta vibration puis à aller deep à l'intérieur de toi. Même si tu fais une cérémonie avec l'ayahuasca puis que tu as une super belle expérience, super positive, tu ressens de l'amour inconditionnel, quand même, ça t'amène à plonger dans des vibrations plus basses pour tout simplement le but du voyage chamanique que cette plante-là a pour rôle de te faire expérimenter. L'esprit de l'ayahuasca, parce que pour moi, toute plante a un esprit qui est associé, puis encore plus quand on entre dans les plantes qui sont psychédéliques, qui ont vraiment des effets qui altèrent la conscience. Chaque plante a un esprit qui est associé, qui le gouverne. L'ayahuasca, on l'appelle justement traditionnellement la grand-mère, surtout parce que cette expérience-là t'amène, elle est très crue dans ses enseignements, elle est très directe, elle ne passe pas par 10 000 chemins, elle n'est pas là à te cajoler puis à être toute douce puis à te prendre avec des pincettes. L'ayahuasca, si tu t'assois avec elle, si tu choisis de travailler avec elle, d'aller à sa rencontre, elle estime que tu es prêt, puis même si tu crois que tu n'es pas prêt, elle va t'amener à voir ce que tu ne voulais pas voir sur toi-même, elle va t'amener à avoir les prises de conscience les plus profondes et elle ne va pas passer par 10 000 chemins. Donc, c'est le genre de grand-mère que si tu as besoin d'apprendre une leçon, elle va te pousser en bas de la falaise parce qu'elle estime que tu es capable d'apprendre à voler et que c'est la meilleure manière de t'enseigner, c'est de te pousser et que tu apprennes directement dans le tas. Elle ne va pas te prendre par la main et être super douce avec toi, OK? Donc, il faut comprendre sa manière de travailler, il ne faut pas le prendre personnel, puis il faut s'attendre à, si on s'apprête à aller s'asseoir avec elle, de comprendre sa manière d'enseigner, OK? Sa manière de faire voyager. Pour moi, l'ayahuasca, c'est vraiment une médecine de l'âme. Donc, il y a tout plein de psychédéliques différents qui existent, qui travaillent à des niveaux différents dans notre énergie. Pour moi, l'ayahuasca, ça vient travailler au niveau le plus profond qui est derrière, genre l'humain, l'ego, ton corps physique. Ça va vraiment plus loin, puis ça t'amène à, c'est comme opérer une genre de chirurgie énergétique sur ton âme. Fait que vraiment au niveau le plus profond en toi. Elle est là pour t'aider si tu t'assois avec elle avec vraiment intention, puis l'intention d'évoluer, de te transformer, de grandir. Elle peut vraiment te montrer comment te réaligner à ton âme au niveau le plus profond, comment réaligner ta vie au complet, comment réaligner ton intérieur, puis revenir à l'essence la plus pure et authentique de toi-même. Puis c'est pas mal ça qui peut être le plus souffrant quand on travaille avec elle, c'est que
c'est rare, ça existe, mais c'est rare de nos jours des gens qui sont vraiment 100% complètement, purement alignés avec leur âme, avec leur moi supérieur, et que tout dans leur vie est un reflet de cet alignement-là pur. Beaucoup de personnes de nos jours font un travail qu'ils n'aiment pas, qui ne les passionne pas, ont fait des choix dans leur vie qu'ils regrettent aujourd'hui. Leur situation amoureuse, relationnelle, familiale, leur environnement comme leur correspond plus ou moins. Puis beaucoup de personnes se convainquent qu'ils sont heureux alors qu'au fond, leur âme n'est pas si heureuse. Fait que ça peut être plus dur des fois quand on est désaligné puis on s'assoit avec ces plantes d'esprit-là, puis on a la prise de conscience, puis qu'on le réalise, puis qu'on le ressent à quel point on est désaligné partout dans notre vie ou seulement dans certains aspects de notre vie, mais ça peut faire vraiment mal de voir comment on s'est peut-être perdu à un moment donné dans notre vie, puis qu'on s'est éloigné de l'essence pure de qui on était, qu'on avait oublié cette essence pure à l'intérieur de nous-mêmes. Puis ça peut être de voir justement tout le chemin qu'on a à faire pour se réaligner, qui peut être super épeurant, puis qui peut paraître comme « Oh mon Dieu, on dirait que j'ai une montagne à monter, puis c'est impossible, puis comment est-ce que je vais m'en sortir? » Parce qu'on s'est enfoncé après des années et des années de vivre de manière désalignée dans une réalité physique maintenant qui ne nous correspond plus. Puis s'imaginer sortir de tout ça, puis tout changer les circonstances de notre vie, ça peut paraître vraiment comme immense puis comme une montagne à monter. Mais si tu as l'habitude d'avoir déjà fait beaucoup de travail sur toi, puis tu te sens quand même plus ou moins aligné à toi-même dans ta vie, bien, ça peut peut-être être un petit peu moins dur, moins difficile comme expérience parce que tu es déjà sur un certain chemin d'alignement, ce qui ne veut pas dire que l'expérience ne peut pas être difficile parce que l'ayahuasca va te faire remonter tes peurs les plus profondes, les plus enfouies, va te faire voyager dans les recoins de ton subconscient et de ton énergie les plus sombres pour que tu puisses en prendre connaissance, pour que tu puisses les transcender, les transmuter et revenir à ta lumière intérieure, retrouver ton chemin vers la lumière. Donc, ça peut être difficile pour tout plein de raisons différentes comme expérience. Parce que ça peut être vraiment dur, parce que c'est hyper intense tout ce que tu ressens. Tu es dans un état de conscience altéré très, très, très intense pendant plusieurs heures. Donc, une fois que tu bois le breuvage de l'ayahuasca, c'est vraiment comme un breuvage que tu bois qui a pas super bon goût. Une fois que tu le bois, que tu le consommes, there is no going back. Tu entres dans l'expérience pour les prochaines heures. C'est ça qui peut être difficile aussi, c'est que si tu es dans une place un peu plus difficile durant l'expérience, il faut que tu apprennes à t'en sortir, sinon tu vas rester là longtemps puis ça va être souffrant longtemps. Donc, c'est vraiment une médecine, une plante-esprit qui est transcendantale. Donc, selon moi, qui ne va pas comme t'amener, comme par exemple le cannabis, à être super connecté à ton corps, puis à vouloir bouger ton corps, t'étirer. C'est une plante-esprit, quand elle travaille avec toi, elle t'amène à tu déconnectes des fois même du plan physique, des fois même tu ne ressens même plus ton corps peut fondre et tu ne ressens plus, tu es juste pure conscience qui flotte dans l'univers. Donc, il y a vraiment, c'est le plus grand laisser-aller, c'est une des plantes d'esprit avec lesquelles j'ai travaillé qui m'a le plus forcé à laisser aller tout, laisser aller mon ego, laisser aller mon identité, laisser aller qui j'étais. Mais ça, on va en parler un petit peu plus tard dans l'épisode. Ce qui est important à savoir aussi sur l'ayahuasca, c'est que c'est pas on va l'appeler une médecine là, selon poursuivez-moi pas là, le collège des médecins, là, ce n'est pas une médecine dans ce sens-là, mais selon les traditions, ils appellent ça une médecine sacrée, une médecine ancestrale, OK? Donc, l'ayahuasca, c'est pas une médecine que tu fais tout seul, que tu fais chez toi, que tu trouves ça chez d'un ami qui te vend ça puis que tu fais ça dans ton coin. Non. Il faut absolument, selon moi, faire ça dans un espace cérémonial. Il faut absolument faire ça avec un chaman. Puis pas n'importe quel chaman, pas un chaman que tu as trouvé là, sur AliExpress. Un vrai chaman qui a passé sa vie, qui a passé au moins 10 ans, 15 ans à travailler avec la médecine, à la consommer des centaines de fois, puis à apprendre à recevoir ses enseignements, puis qui sait comment tenir l'espace cérémonial, comment naviguer cet esprit-là. C'est vraiment pas à prendre à la légère, OK? C'est une médecine de la jungle hyper puissante, et quand tu la consommes, tu es complètement ouvert à d'autres dimensions, super ouvert à l'invisible. Puis c'est une médecine chamanique, donc ça te fait voyager dans des dimensions qui sont plus sombres, plus basses en vibration. Ça apprend absolument un chaman pour t'accompagner, puis il faut trouver le bon chaman pour t'accompagner dans ces espaces-là. Le but du chaman, c'est de tenir l'espace cérémonial, de protéger l'espace cérémonial, de faciliter
le processus de chaque participant. Si jamais tu as un moment difficile, ils peuvent être là, puis comme ils font legit des chirurgies énergétiques sur toi pour comme enlever des fois des traumas, des karmas, des trucs que tu es en train de purger, que la plante essaie de te faire purger. En tout cas, c'est vraiment des magiciens, là, ces chamans-là. Donc, c'est ça, c'est pas quelque chose que tu fais tout seul. Puis, il y a plusieurs traditions, OK? Donc, il y a plusieurs tribes différentes dans l'Amazonie qui travaillent avec l'ayahuasca, puis ils ont des traditions différentes, des manières différentes de travailler avec elle. Donc, par exemple, au Pérou, moi, je suis allée au Pérou, le peuple du Pérou qui travaille avec l'ayahuasca, ce sont les Shipibo. Et eux, leur manière de travailler avec l'ayahuasca, c'est vraiment purement chamanique et très, très, très deep. Et OK, comment est-ce que je décrirais ça? C'est que tu fais ça soit dans la jungle, soit au Pérou, dans la vallée sacrée, ou peu importe, mais c'est dans le noir complet. Donc, on fait ça la nuit. Puis ça, dans toutes les traditions, l'ayahuasca, ça se fait la nuit seulement. Tu fais jamais ça de jour. Ça se fait la nuit et ça se fait dans le noir complet. Il n'y a aucune lumière d'allumée. Et ils sont reconnus, les Shipibo, pour avoir des ikaros, qu'on appelle. Fait que des ikaros, c'est des chants qui, c'est pas juste des chants, c'est pas juste des mots qu'ils disent. C'est un chant qu'ils font qui agit comme genre une chirurgie énergétique. Donc, le chant vient activer la médecine que tu as consommée, puis ça vient activer ses effets, puis c'est comme si leur chant vient parler à l'esprit de la plante, puis l'activer en toi. Et pas juste l'activer en toi, le but de leur chant, de ces Icaros-là, c'est de venir te faire purger. C'est de venir, avec leur chant, activer, pénétrer ton énergie pour activer tout ce qui est plus lourd, plus sombre, tout ce qui obstrue ton énergie, tout ce qui étouffe ton âme, et de venir l'activer pour le faire remonter à la surface, puis pour que la médecine t'aide à le purger. Et c'est pas des chants qui sont beaux. Là, je serais vraiment pas bonne pour le décrire, mais c'est des chants genre des chants gutturaux qui sont pas super mélodieux. Là. C'est pas comme écouter du piano. Et imagine-toi ce genre de chant-là, non-stop. Ils chantent vraiment du début à la fin de la cérémonie parce que c'est ça aussi leur chant qui garde l'espace protégé. Fait qu'il y a des sons super genre... On dirait des portes qui grincent des fois. Pendant des heures, dans le noir complet et dans la jungle. Dans le noir complet, et là, t'es sous l'influence de l'ayahuasca en train de sombrer dans tes plus grandes profondeurs pour les transmuter. Fait que le but, c'est vraiment de t'amener dans ce darkness-là pour le transmuter. Puis il y a d'autres tribes, notamment des tribes plus du Brésil, qui ont des traditions différentes. Donc, je connais les Yawanawa, les Uniqueen. Moi, je me suis assise en cérémonie avec les Uniqueen cette fois-là, qui, eux, voient plus l'ayahuasca comme genre une cérémonie de célébration. Donc, ils vont aussi avoir des Icaros, ils vont aussi avoir des chants qu'ils vont chanter, mais c'est quand même différent. Souvent, ils vont chanter de manière un peu plus joyeuse, ils vont avoir des guitares, c'est des chants qui sont un peu plus intenses. C'est encore là avec le but un Icaros, c'est toujours le but, c'est de traverser ton énergie puis de venir activer la médecine en toi pour qu'elle vienne t'aider à te libérer, te transformer, guérir, etc. Mais c'est un peu plus joyeux. Et ce que j'aime beaucoup avec les tribes brésiliennes, c'est que c'est pas dans le noir complet. Habituellement, il y a un feu. Il y a un grand feu au milieu de l'espace cérémonial. Et donc, il y a de la lumière, il y a le feu qui est là pour transmuter. Et habituellement, vers la deuxième partie de la cérémonie, ou même des fois toute la cérémonie pour certaines tribes, c'est vraiment comme une célébration. Donc, tu peux danser, tu peux bouger, tu peux chanter. Et ça t'amène vraiment dans une expérience qui est très, 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 très différente de celle avec les Shipibo. Il n'y en a pas une qui est meilleure qu'une autre, c'est juste ça t'amène dans des espaces différents, c'est des manières de travailler avec la médecine de l'ayahuasca qui sont différentes. Puis voilà, je pense que tout le monde peut retirer mais pas tout le monde peut faire de l'ayahuasca, puis c'est pas pour tout le monde, mais en tout cas, je pense que de toutes les différentes traditions qui existent, puis encore là, je t'en ai nommé quelques-unes que je connais, mais il y en a sûrement d'autres qui existent, ils ont toutes leurs pros and cons, selon moi. Donc, si on entre dans mon expérience avec l'ayahuasca, comment est-ce que j'ai reçu l'appel de m'asseoir avec elle et de faire de l'ayahuasca? J'ai toujours su que j'allais un jour m'asseoir avec
l'ayahuasca. C'est quelque chose qui m'a toujours appelée depuis le début de mon cheminement avec les différents psychédéliques que j'ai faits, des champignons magiques, de la DMT, même le cannabis, j'ai beaucoup cheminé avec elle. J'ai su qu'un jour, j'allais m'asseoir avec l'ayahuasca, mais j'ai toujours su que j'allais attendre l'appel. C'est jamais quelque chose que j'ai voulu genre forcer ou juste faire pour vivre l'expérience. C'est tellement quelque chose qui est intense, c'est tellement quelque chose qui est sacré que selon moi, tu dois vraiment attendre l'appel de la plante. Elle va venir te chercher d'une manière ou d'une autre. Ça peut être différent de personne en personne, mais tu vas ressentir l'appel, puis ça va être plus fort que juste ton humain, ton ego qui a envie d'expérimenter ça parce que tu vois plein d'autres personnes qui en parlent. OK? Fait que j'ai toujours su que j'allais en faire un jour, mais je me disais, plus tard, c'est pas le moment. Jusqu'à en février dernier, j'ai choisi de m'envoler pour le Pérou. J'ai choisi d'aller faire un voyage de comme 5-6 semaines au Pérou. Parce que j'ai une amie qui vit là, et puis j'étais comme, OK, là, c'est le moment où je vais aller la visiter, vivre chez elle un peu, puis ça va me faire du bien de voyager, partir à l'aventure, décrocher un peu du travail, puis vraiment avoir comme juste comme du plaisir, puis penser à rien d'autre. Et dès le moment où j'ai réservé mon billet, ça n'a pas été très long, quelques jours après, l'esprit de l'ayahuasca est venu me visiter. Fait que la première fois, j'étais en train de faire un breathwork chez moi, dans mon salon. Et pendant ma cérémonie de breathwork, je l'ai senti. J'ai senti son esprit se déposer à mes côtés. J'ai senti sa présence. Puis j'ai senti qu'elle venait comme m'inviter. Elle était comme « Hey, je suis là. On va bientôt se rencontrer. » À ce moment-là, vraiment, ma réaction, ça a vraiment été comme non, 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 non. Ah non, là, j'ai booké mon billet pour le Pérou, mais c'était pas mon intention d'aller faire des médecines au Pérou. Je me l'étais vraiment dit, même en bookant mon billet. Mon ami était comme, tu vas-tu venir faire de l'ayahuasca? Puis j'étais comme, non, 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 je pense pas. C'est pas le but de mon voyage, ça me tente pas. Ou je sais pas, je ressens pas l'appel. Plus tard dans ma vie, mais je me sens pas prête tout de suite, genre. Sauf que dès que j'ai booké mon billet, elle est venue me visiter, elle est venue m'appeler puis me dire « Hey, on va se rencontrer, t'es prête, viens t'asseoir avec moi, prépare-toi. » Fait que là, ça m'a pris quelques jours où j'étais comme « Non, non, non », puis je me battais avec moi-même de comme « Oh my God », là, m'imaginer aller faire ça, j'ai plein de peurs qui remontent, est-ce que je suis vraiment prête? OK, j'ai journey avec plein de psychédéliques différents, mais l'ayahuasca, c'est le next level du next level, j'ai des peurs, des insécurités qui remontent. Mais elle a continué à venir me visiter, puis là, c'était dans mes rêves. Là, elle venait me visiter dans mes rêves, puis j'étais comme, OK, si je peux juste plus ignorer, l'univers me parle, genre, je vais juste accepter de répondre à l'appel, parce que même si j'ai peur d'un côté, de l'autre côté, mon âme le sait que c'est le moment. Genre, voici l'appel que tu attendais. Fait qu'à ce moment-là, j'étais encore au Québec, et là, j'ai décidé, OK, parfait, m'en vais faire de l'ayahuasca au Pérou. Donc là, mon voyage commence à prendre une tournure un peu différente de genre, ouais, je m'en vais juste à l'aventure. Puis là, je suis comme parfait. Là, je m'en vais vivre un voyage chamanique. Je m'en vais travailler avec l'ayahuasca puis peut-être d'autres médecines psychédéliques au Pérou. Je m'en vais faire du gros travail sur moi. Là. C'est pas juste un petit voyage de backpack, d'aventure et de plaisir. Fait que là, je me suis dit, parfait, si je suis pour aller la rejoindre, aller m'asseoir en cérémonie avec elle, je vais me préparer. Fait que là, j'ai entamé ma préparation mentale, énergétique. Littéralement, là, je me suis assise avec moi-même. Puis j'ai fait un gros face-à-face avec moi-même. Puis j'étais comme, OK, c'est quoi toutes mes peurs les plus profondes? OK, j'ai peur de ultimement perdre le contrôle. J'ai peur de virer folle. J'ai peur que ça arrive. J'ai peur de choisir le mauvais endroit avec des mauvais chamans. Puis que genre, je me fasse comme siphonner mon énergie vitale. Plein de peurs irrationnelles, d'autres plus rationnelles, les plus profondes. J'ai peur de mourir. OK, tout. Je veux aller au plus profond. Je veux tout en prendre conscience. Montrez-moi tout. Puis là, je me suis comme entraînée pendant plusieurs jours, dès le début, puis pendant plusieurs semaines jusqu'à la cérémonie, mais je me suis entraînée à faire face à ces peurs comme jamais. Je m'assoyais en méditation avec le seul but, c'était comme, OK, aujourd'hui, je m'assois avec telle peur, par exemple la peur de mourir, puis la peur de perdre le contrôle au niveau le plus profond, puis je m'assois avec ça, puis je reste dedans, puis je le feel, puis je le ressens sans détourner le regard, sans le fuir, jusqu'à temps que je le transmute. Fait que le but, c'était de genre, en gros, là, j'étais comme, si je suis pour aller faire ça puis vivre quelque chose de peut-être difficile, on sait pas, peut-être que mon expérience va être super douce puis super agréable puis je vais être comme, oh my God, c'était tellement facile finalement l'ayahuasca. Peut-être, OK. Mais si, mettons, c'est pour être super facile, good, je vais déjà être
Genre, je suis capable d'accueillir du facile. Mais admettons que c'est pas comme ça. Admettons que je vis vraiment une expérience hyper difficile. Ben, je préfère me préparer pour ça. Fait que je préfère imaginer le pire scénario. C'est quoi le pire qui pourrait arriver dans une cérémonie? OK, parfait. Me l'imaginer, puis juste me préparer à ça. Fait qu'au pire, je vis une belle expérience, puis tout s'est bien passé. Puis sinon, ben, j'ai une expérience plus difficile, mais je suis quand même équipée. Me suis préparée mentalement pour faire face à ces moments-là plus difficiles. Fait que vraiment, mon mindset, c'était je me prépare à aller à la guerre. Je me prépare à mourir. Genre, si vraiment, là, tu me dis que, mettons, je meurs dans cette cérémonie, si je suis pour mourir dans quelques jours, quelques semaines, comment est-ce que je veux m'être préparée d'ici là? Fait que plein d'affaires. Je pardonnais plein de personnes, plein de choses en moi. Je me suis mis à faire face à mes plus grandes peurs, à faire face à la peur de mourir. Je dis ça, là, mais j'ai jamais vraiment eu peur de mourir. J'ai pas peur de la mort non plus, mais c'est là, comme là, juste au niveau, je pense que toutes les peurs, ultimement, sont liées à la peur de mourir. C'est comme, OK, j'ai peur de perdre le contrôle dans ma cérémonie d'ayahuasca. OK, mais pourquoi est-ce que mon ego a peur de perdre le contrôle? Parce que j'ai peur de perdre mon identité, puis j'ai peur de perdre qui je suis, puis j'ai peur de mourir. Genre, tout pour moi mène à genre l'ultime peur qui est genre la peur de mourir. Fait que, anyways, je suis vraiment comme allée à la rencontre de toutes ces peurs-là. Puis à ce moment-là, mes rêves, là, c'était de pire en pire. Genre, elle venait vraiment me visiter toutes les nuits. C'est comme si, là, toutes les nuits, je vivais une cérémonie d'ayahuasca. Genre, pendant la nuit, j'étais super lucide, puis je ressentais, genre, les effets psychédéliques de la médecine. Je me réveillais le matin, puis j'étais comme, oh my God, on dirait que je viens de passer toute la nuit dans une cérémonie à affronter mes plus grandes peurs. Genre, ça, c'est le niveau de préparation mentale et énergétique que j'ai fait puis que j'ai vécu. Puis là, à ce moment-là, j'étais comme, OK, si je m'en vais faire ça, je dois trouver la bonne place au Pérou pour vivre ça, les bons chamans. Genre, je dois trouver la meilleure place. Parce que je suis voyante, médium, travailleur énergétique, je comprends, je l'expérimente, c'est quoi tenir un espace cérémonial, c'est quoi qui peut arriver dans ce genre d'expérience-là, c'est quoi les mondes auxquels on s'ouvre, le genre d'esprit, d'entité auquel on s'ouvre aussi, qu'est-ce qui peut vraiment se passer. Fait que je sais c'est quoi le tenir un espace cérémonial pour de vrai. Je sais qu'il y a tout plein de chamans qui sont pas vraiment des chamans, qui se disent chamans, puis que c'est plus surtout au Pérou, tu sais, ça attire de plus en plus de touristes, puis de gens occidentaux qui veulent expérimenter l'ayahuasca parce qu'on en entend peut-être de plus en plus parler. Et il y a tout plein de personnes qui prennent avantage de ça, puis qui ouvrent des centres de retraite d'ayahuasca, puis c'est pas des vrais chamans. Ils savent pas vraiment qu'est-ce qu'ils font, même s'ils prétendent que oui. Il y a un autre flip side de tout ça, c'est qu'il y a beaucoup de, quand on s'en va dans la jungle, quand on s'en va au Pérou, quand on s'en va dans ces endroits-là qui travaillent avec des médecine chamanique, il y a beaucoup de magie noire. OK? C'est pas juste La La Land, un monde de poneys et de licornes. Il y a tout plein de chamans que eux travaillent avec de la magie noire. C'est leur manière de travailler. Il y en a qui ont pas des intentions si pures, puis que genre, c'est vraiment, j'ai entendu plein d'histoires, je les ai vues par moi-même, plein de personnes qui s'en vont vivre des cérémonies et que finalement, ils se font siphonner toute leur énergie vitale par le chaman dans ces espaces où ton énergie est tellement ouverte, tellement sensible et vulnérable que si tu t'assois avec la mauvaise personne qui n'a pas vraiment des bonnes intentions, mais il y a des choses super assez dangereuses qui peuvent arriver, énergétiquement en tout cas. Fait que c'est ça. Il y en a qui font de la grosse magie noire, qui n'ont vraiment aucun sens. Il y en a que c'est pas vraiment des vrais chamans, ils savent pas qu'est-ce qu'ils font. Il y en a qui sont comme, bof, plus ou moins. C'est des corrects chamans, mais ils travaillent pas avec la puissance que moi, je m'attends, le standard que j'ai des gens avec qui je veux travailler si moi, je suis pour être une participante de ce genre d'expérience-là, ne pas faciliter, puis moi, l'expérimenter, puis entrer dans ces espaces, je m'attends à travailler avec certaines personnes qui ont une certaine puissance énergétique, puis qui savent bien lire l'invisible, puis interagir avec. Fait que je me mets à faire mes recherches. Et là, je décide que, OK, je vais aller faire une genre de cérémonie, une expérience de genre 7 jours. Fait qu'il y a des retraites comme ça qui se donnent au Pérou, dans la jungle, dans le profond de la jungle. Des retraites de genre 7 jours où tu fais comme 4 cérémonies d'ayahuasca en 7 jours. C'est super intense. T'es coupé un peu du monde physique, puis tu vis ça de manière super intense, puis après tu retournes dans la réalité si tu le souhaites. Fait que j'étais comme, OK, tant qu'à faire ça, je vais vraiment vivre la totale, je vais aller vivre l'expérience complète. Fait que je me mets à rechercher, genre, tous les centres.
du Pérou. Je demande à mes amis des recommandations. Où est-ce qu'eux, ils sont allés? S'ils ont des recommandations, je commence à recevoir plusieurs recommandations. Puis, je fais mes devoirs, obviously. Je vais pas juste croire aveuglément quelqu'un qui me dit « Ah, voilà, c'est des bons chamans, moi j'ai eu une bonne expérience ou j'ai entendu des bonnes choses. » Je lis l'énergie, ce qui me permet de voir au-delà de n'importe quelle illusion. Fait que là, j'ai commencé à aller me connecter à l'énergie des différentes places, à aller voir leur site web, à aller voir, même juste des fois des photos, des images de c'est qui vraiment les chamans qui travaillent là, c'est qui les facilitateurs. Puis à chaque fois, ouf, non. On me donnait des recommandations, puis j'étais comme, oh mon Dieu, aucune chance. Genre, je le voyais qu'il y avait de la magie noire qui se faisait là. Un autre centre, j'étais comme, oh, j'hésitais, puis j'étais comme, non, je le vois à quel point il est pas vraiment un chaman. Il sait pas vraiment qu'est-ce qu'il fait, puis c'est plus un attrape-touriste. Puis un autre endroit où j'étais comme, oh, il y a quelque chose de vraiment pas correct dans l'énergie du lieu, puis des propriétaires du lieu, puis il y a vraiment quelque chose de dark. Je veux pas aller faire une cérémonie là. Tout ça pour dire que je suis rendue sur genre Google à être comme, OK, dans cette région-là du Pérou, tous les centres, et il y en a plein, il y en a énormément. Puis aller voir un à un. Puis à chaque fois, à chaque fois, il y a quelque chose qui cloche. Puis je suis genre, c'est tellement wrong dans l'énergie ou non, je veux juste pas aller là, c'est pas la place pour moi. Fait que je cherche plusieurs jours et ça mène à rien. Je trouve pas. Fait que là, ça arrivait à un moment où j'étais comme, je m'étais mis tellement d'énergie pendant plusieurs jours à essayer de trouver la place pour essayer de booker ça, pour bien faire les choses. Puis j'ai juste pas trouvé, puis j'étais comme, OK, c'est bon. C'est bon, univers. J'ai essayé de contrôler comme je voulais contrôler de mon ego puis de mon humaine. Je remets ça entre tes mains. Si je suis vraiment supposée aller vivre cette expérience-là, si l'esprit de l'ayahuasca est vraiment venu me visiter pour m'appeler, if it's meant to be, it will be. J'ai pas besoin de rien forcer. J'ai essayé, ça marche pas, l'univers a toujours raison anyway, est toujours mieux que moi pour ce genre de truc-là. Je lui remets ça entre les mains. Fait que j'étais comme, OK, je réserve rien, fuck off, puis je vais aller au Pérou, puis montrez-moi, mettez sur mon chemin l'opportunité parfaite, la meilleure place avec les meilleurs facilitateurs, la meilleure expérience que j'aurais jamais pu vivre. Présentez-la moi comme sur un plateau d'argent. Je veux même plus forcer, je veux même plus essayer de chercher. Mettez-le moi en plein visage pour que ça soit comme impossible à ignorer cette opportunité-là. Donc, je remets ça dans les mains de l'univers et je fais juste confiance que, parfait, j'ai délégué, je l'ai donné à l'univers, il va absolument s'en occuper. Donc, je fais mes bagages, j'arrive au Pérou, je commence à vivre mon voyage. Et les jours passent, je pense 1 semaine, 2 semaines passent. Et, comme par magie, l'opportunité parfaite se présente à moi. J'ai mon ami qui est comme « Hey, il y a une cérémonie d'ayahuasca qui se fait à Otorongo. » C'est genre... Otorongo, c'est genre le nom d'une place dans la vallée sacrée. Moi, je résidais dans la vallée sacrée pour tout le long de mon voyage. Puis elle était comme « Hey, il y a une cérémonie qui se fait. » Elle me montre la place, puis comme c'est vraiment, ils font des cérémonies là chaque semaine depuis plusieurs semaines, puis je connais un peu le facilitateur, j'ai vraiment entendu des super bons commentaires sur lui, puis la place, en fait, est vraiment extraordinaire. Genre la maloca qu'on appelle, c'est genre, on va l'appeler le tipi, c'est pas un tipi comme ça, là, mais c'est plus comme une genre de grande hutte, en tout cas, c'est genre l'espace cérémonial. Était comme cet endroit-là est vraiment beau, vraiment magique, c'est vraiment une belle place. Puis elle m'en parle. Puis là, je suis comme, OK. Puis elle est comme, je sais pas à quel moment elle m'a indiqué ça, mais je pense que c'était comme 1 semaine et demie après. C'était vraiment, ça arrivait dans vraiment pas longtemps. Fait que, OK, parfait, je regarde ça, je commence à me connecter à l'énergie de la place, des facilitateurs, puis je le feel. Ça, je le feel que comme, je suis comme, OK, c'est ma place, c'est la place parfaite que j'ai demandée, c'est la cérémonie parfaite que j'ai demandée. Puis ce qu'il faut comprendre, c'est que à cette place-là, vraiment, chaque fin de semaine, ils faisaient des cérémonies d'ayahuasca, ce groupe-là, avec ces chamans-là. C'est différents facilitateurs qui travaillent avec des chamans qui viennent du Brésil, donc de la tribe des Huniquin. Donc, c'est vraiment selon les traditions brésiliennes. Donc, ça se fait avec un gros feu au milieu, c'est beaucoup plus joyeux. Fait que déjà là, je suis comme, tu sais quoi, ça m'appelle. On dirait que j'ai envie de vivre ça, de vivre quelque chose un peu plus joyeux. Et c'était leur dernière cérémonie. Ça faisait des semaines et des semaines, je pense plusieurs mois, qu'ils faisaient des cérémonies chaque semaine. Et là, c'était leur dernière cérémonie avant qu'ils partent en tournée, offrir plusieurs cérémonies en Europe. Fait que c'était comme un gros moment de célébration pour eux, cette dernière cérémonie-là. C'était la clôture d'une grosse saison, on va dire, entre guillemets, de facilitation d'espace avec l'ayahuasca. Donc, c'était vraiment, vraiment une énergie assez unique, assez puissante.
Et mes amis sont comme, hey, tu sais quoi, on pensait même pas qu'on voulait en faire, mais on va venir, on veut faire la cérémonie nous aussi, à cause que l'espace est aussi extraordinaire, la place, on a tellement entendu des bons commentaires, on le file nous aussi, on a envie de le faire. Puis mes amis avaient déjà fait de l'ayahuasca à plusieurs reprises. Moi, ça allait être ma première fois. Là, en plus, je me sens encore mieux parce que je suis comme, OK, yes, mes amis vont participer avec moi, je vais pas être toute seule à faire ça. Fait que je me sens encore plus en sécurité. Et quelques jours avant, je décide avec mes amis, je propose qu'on aille faire une cérémonie de kambo. Le kambo, c'est quoi? J'en ai déjà fait à quelques reprises dans le passé au Québec. Le kambo, c'est pas une plante, ça vient du genre de venin de la sécrétion d'une grenouille. En gros, là, on te brûle certains points sur la peau et on t'applique ce venin-là sur la brûlure et tu bois beaucoup, beaucoup d'eau et tu te mets après quelques minutes seulement à purger. Donc, tu peux vomir et purger de tous les côtés. Et c'est une médecine qui vient vraiment travailler à genre détoxifier le corps et à purger dans leur tradition ancienne là-bas, pour vraiment comme purger le corps physique, détox à ce niveau-là, énergétiquement aussi, mais ça travaille beaucoup plus proche genre du corps physique. Mais à chaque fois que j'en avais fait dans le passé, pour moi, ça me faisait vraiment du bien, où je me sentais vraiment comme me décrasser de l'intérieur au niveau le plus profond. Puis ouais, fait que j'étais comme, OK, tant qu'à faire pour me préparer pour l'ayahuasca, vu qu'on s'en va faire ça, je veux, quelques jours avant, faire un genre de préparation préliminaire avec le kambo pour déjà opérer une certaine purge à l'intérieur pour peut-être que ça soit un peu plus facile rendu à la cérémonie avec l'ayahuasca. Donc, on choisit de faire une cérémonie de kambo. Et c'est qui nous donne la cérémonie? C'est le genre facilitateur en chef qui organise ces cérémonies-là d'ayahuasca. Donc, je m'en vais vivre une cérémonie d'ayahuasca avec lui quelques jours après. Donc, j'ai vraiment vu ça comme l'opportunité parfaite de le rencontrer, de vraiment feel son énergie en vrai, puis de le voir en tant qu'homme médecine m'appliquer, comment est-ce qu'il travaille avec l'énergie, comment est-ce qu'il va m'appliquer le kambo, comment est-ce qu'il tient l'espace. Donc, je m'en vais là et je vis l'expérience de kambo avec mes amis. C'est une belle journée, genre ensoleillée, on est dehors, dans l'herbe, on est installé avec nos buckets, nos seaux pour genre se préparer à vomir, puis ils nous appliquent ça, ils nous expliquent un peu. Puis j'ai scanné son énergie, puis j'ai vraiment aimé son énergie. J'ai vraiment aimé sa vibe, je le voyais vraiment comme un homme super ancré, super intègre, juste très vrai, tu sais, qui fait pas de faux semblants, qui porte pas de masque. Fait qu'à ce moment-là, je me sentais encore plus en confiance. C'est comme, OK, j'ai fait la bonne chose, puis je m'en vais faire la cérémonie avec la bonne personne. On est seulement à quelques jours de la cérémonie avec l'ayahuasca. Puis là, la pression commence à monter, les peurs aussi, parce que c'est ma première fois, je sais pas trop à quoi m'attendre, même si j'ai demandé 1 million de fois à toutes mes amies. Puis il y a plein d'autres personnes qui ont fait de l'ayahuasca. Décris-moi, c'était comment? Puis genre, c'est quoi ton expérience? Et j'essaie de me faire un peu une idée de à quoi m'attendre, comment me préparer. Puis tous les jours, plus les jours avancent, plus je médite. Je passe vraiment beaucoup de temps par jour à juste comme écrire, faire de l'introspection, faire du breathwork. Genre, je me prépare. Là. C'est pas le temps de te distraire puis de faire n'importe quoi. La cérémonie commence avant la cérémonie. La cérémonie commence plusieurs jours avant dans la préparation que tu fais, selon moi. Un autre aspect important, quand j'étais au Pérou, à ce moment-là, je me suis tellement fait tester par l'univers avec les araignées. Okay? Je suis pas une fan d'araignées, mais j'ai pas non plus... En tout cas, je pensais pas être terrifiée des araignées dans le sens où si au Québec, on n'a pas des immenses araignées, puis quand j'en ai des fois chez moi, je fais juste comme la prendre, la mettre dans un verre, puis je la sauve et je la libère dehors en un morceau. C'est pas si pire. Sauf que là, au Pérou, dès le premier jour où j'étais là, il y avait une immense araignée, mais c'est des grosses araignées, gros corps, grosses pattes, j'ai des frissons à y repenser, que juste rampé sur mon lit. J'ai hurlé, je me suis comme chiée dessus. Et mon amie avec laquelle j'habitais est venue à ma rescousse, puis il a comme enlevé l'araignée, sauf que à ce moment-là, ça m'a vraiment créé un genre de petit trauma où j'étais comme première nuit, j'ai vu cette araignée-là dans mon lit. J'ai vraiment mal dormi les jours qui ont suivi. J'étais comme en mode survie toute la nuit, mes cheveux me caressaient le cou, puis je paniquais, je me grattais le cou, j'ouvrais ma flashlight de mon cellulaire, puis j'essayais de voir s'il y avait pas une araignée dans mon lit. Fait que ça m'a vraiment testé. Puis genre, juste pour que l'univers rie encore plus de moi, genre tous les soirs, au moins tous les jours,
on retrouvait encore une grosse araignée dans ma chambre. Puis à chaque fois que je criais, mon amie, elle venait la prendre dans un plat. Moi, j'étais incapable. C'est trop gros, là. Je peux pas mettre ça dans un plat. Elle venait la prendre, elle venait la libérer dehors. Puis il y en avait tellement. Il y en avait tout. Genre, il y en avait jamais dans sa chambre à elle. De tout le voyage, je suis restée là 5 ou 6 semaines. Il n'y en a jamais eu, je pense, dans sa chambre à elle. Il était tout le temps dans ma chambre à moi. Genre, l'univers vraiment riait de moi, puis il voulait me faire travailler mes peurs les plus profondes. Sauf que là, c'est devenu tellement intense que, genre, comme je te dis, j'étais vraiment en mode un peu survie des fois la nuit. Hein, comme je dormais vraiment mal. Des fois, je prenais ma douche. Puis j'étais comme là, les yeux fermés à me laver les cheveux. Puis j'ouvrais les yeux, puis il y avait une immense araignée, genre, juste devant moi, sur le mur. Je capotais. Genre, ça m'a vraiment testé. Au point où j'étais comme, là, je commence à avoir peur parce que, imagine, la peur des araignées remonte sous l'influence de l'ayahuasca. Imagine si je suis genre deep dans l'expérience psychédélique, puis là, je me mets à me faire, je sais pas, là, envahir par tout plein d'araignées que je m'imagine qui me grimpent dessus. C'est peut-être pas genre, faut que j'affronte cette peur-là. Ça fait partie de ma préparation. Fait que je me souviens, un soir, mon ami a capturé une des araignées qui était dans ma chambre, dans un pot transparent. Un plat en plastique. Puis là, j'étais comme là, il faut que j'affronte ma peur. Puis j'ai juste installé le plat. En fait, j'ai pris le plat en plastique qu'on a mis un couvercle, puis je l'ai juste comme pris dans ma main. Puis là, j'ai vraiment pris le temps de respirer, puis de méditer, puis d'observer cette araignée-là, puis d'apprendre à genre neutraliser ma peur, puis à me calmer. J'ai médité quelques heures devant ce pot-là, à juste comme respirer dans le noir, c'est la nuit, avec comme une petite bougie allumée, puis à juste respirer, puis à méditer, puis plus je la regardais, plus j'essayais de comme maîtriser les frissons qui remontaient sur mon corps, puis les sensations de peur pour comme me neutraliser. Fait que j'ai fait un certain chemin pour essayer de ne plus trop en avoir peur, parce que, comme je te dis, des grosses peurs qui remontent comme ça avant une cérémonie avec l'ayahuasca, c'est pas forcément le best. Puis quelques jours avant, j'ai commencé à me préparer plus physiquement, fait qu'à couper certains aliments, à couper la viande. Il y a comme une diète spécifique à respecter quand tu vas t'asseoir avec l'ayahuasca. Et donc, on arrive au soir de la cérémonie. Et là, pour ce récit, j'ai mon journal. J'écris énormément dans la vie. J'ai des journaux et des journaux complets juste pour cette année. Et quelques jours après ma cérémonie avec l'ayahuasca, je me suis assise dans un café et j'ai pris le temps d'écrire des pages et des pages complètes sur mon expérience puis ce que j'avais vécu. Puis c'est drôle, je pense que je l'avais jamais relu. Et là, tantôt, pour me préparer pour cet épisode, j'ai pris le temps de relire au complet puis ça a été vraiment... ça m'a rappelé encore plus en profondeur vraiment l'expérience complète. Et je veux te lire certains passages quand je vais te raconter un peu mon expérience. Donc, on arrive au soir de la cérémonie. C'est la nuit, il fait noir et je suis avec mes 2 amis et on marche vers Otorongo, vers l'endroit où on s'apprête à vivre notre cérémonie d'ayahuasca. Puis là, on marche un peu en silence, chacune avec notre sac puis tous nos effets personnels qu'on a amenés pour la cérémonie. Puis on marche, puis plus je marche dans le noir, à un moment donné, je fais juste dire à voix haute, les filles, on dirait que je marche vers ma propre mort. On dirait que je m'en vais mourir, que je m'en vais sauter en bas d'une falaise. Puis il y a juste mes amis qui répondent, ouais, c'est comme ça à chaque fois. On se sent pareil à chaque fois, ça change pas. Fait que plus je me rapproche, plus intérieurement, je suis comme, oh, je peux plus faire marche arrière. Genre, ça y est, je m'engage dans l'expérience. Peu importe qu'est-ce qui arrive, je dois l'accueillir. Fait que là, on arrive à la place, mais il fait noir, il y a comme aucune lumière dehors, fait qu'on comprend que genre, la porte d'entrée, puis on entre, puis on est dehors, puis on marche dans le noir. Je suis comme, attendez-moi les filles, on essaie avec notre petite lampe des cellulaires de comme s'éclairer pour trouver notre chemin. Puis, attends, on trouve la porte, puis bon, on arrive vers l'entrée de la Maloka, donc l'espace cérémonial, qui est comme un grand tipi dans lequel on va vivre l'expérience. Donc, on entre là, on rentre, puis il y a déjà plusieurs personnes qui sont installées. Il y a des facilitateurs qui sont là, des chamans aussi. Et là, on réussit à se faire une petite place puis à trouver notre espace. Il faut comprendre que c'était leur dernière grosse cérémonie avant qu'ils ferment ce cycle-là. Donc, il y avait énormément de personnes à cette cérémonie-là. Un peu trop, selon moi, puis pour le genre d'expérience que je veux vivre à partir de maintenant si je refais de l'ayahuasca, mais on était peut-être une 30aine, 40aine de personnes, ce qui est vraiment beaucoup. Il y avait quand même quelques facilitateurs, quelques chamans, mais c'était un très gros groupe. C'est beaucoup d'énergie.
Donc, il y avait même comme 2 rangées avec des tapis. On était très collés, en fait. Là, il y avait comme des petits tapis avec chacun un seau devant. Le seau, c'est là où tu purges si tu as besoin de vomir, parce que l'ayahuasca, by the way, c'est une médecine qui fait purger habituellement. Donc, tu vas à la toilette ou tu vomis, mais ça fait purger, OK? Et on était vraiment, j'ai comme, avec mes amis qui étaient collés, presque nos épaules se touchaient, puis avec l'autre personne qui était un inconnu qui était à ma gauche. Genre, c'est pas beaucoup d'espace pour bouger ou pour être dans ta bulle. Mais bon, c'est ça. Et il y avait un feu au milieu. On prend place. Et là, la pression commence à monter. Puis, on est arrivé à l'heure qu'ils demandaient, mais ça n'a pas commencé avant seulement 2 heures plus tard. Donc, on est arrivé vers 7 heures le soir, puis ça a seulement commencé vers 21 heures. Donc, pendant ces 2 heures-là d'attente, où on entend que tout le monde arrive, que tout le monde s'installe, qu'il prépare l'espace, ben c'est juste 2 heures où je suis dans l'attente, puis je suis comme, OK, ça s'en vient, ça s'en vient. There's no going back, je reste ici. Et ça commence. Tout le monde est là, ils ferment la porte, ils accueillent tout le monde. Ils ouvrent l'espace cérémonial, ça a pris énormément de temps, mais bon, ils installent tout plein de protections énergétiques, ils font plein d'offrandes à certains esprits pour qu'ils nous protègent dans l'expérience. Et ils commencent à servir les gens. Donc, un à un, les gens se lèvent, vont en avant, ils te servent dans une tasse le liquide de l'ayahuasca, ils te le donnent avec certaines prières et tu le bois, tu vas à ta place et l'autre personne vient jusqu'à temps que tout le monde soit passé et tout le monde ait consommé la médecine. Quand c'est à mon tour, j'arrive là, je m'accroupis devant eux, puis là, tu dois leur dire si c'est ta première fois. Fait que moi, je leur dis, c'est ma première fois. Fait qu'ils sont comme, OK, parfait, on va t'en servir une plus petite dose, puis si jamais t'en veux plus, tu viendras nous revoir, mais pour ta première fois, commence avec une plus petite dose. Fait qu'ils remplissent genre mon verre à moitié. Ils me le donnent, je le porte à mes lèvres et je coupe ma respiration, je ne veux rien goûter et je fais juste l'avaler. Je goûte même pas. Je leur redonne le verre. Je suis comme, merci. Et je retourne à ma place. Et là, à ma place, je m'assois en indien, en position de méditation et je suis juste, il n'y a aucun retour en arrière. Ça y est. J'ai ingéré l'ayahuasca dans mon corps, il n'y a plus de retour en arrière. Fait qu'il n'y a plus de place pour panique ou pour douter ou pour la pression. Ça sert à rien. Je suis là. Je suis là. Fait que je me mets à respirer, à m'observer, puis je commence à juste comme méditer, puis accepter que je suis dans l'expérience, puis ça va bientôt commencer. Je sais pas quand ça va commencer, quand je vais commencer à sentir les effets, mais je suis là, puis ça s'en vient. La musique commence, il y a plusieurs musiciens, et ils commencent pour la première partie. Donc, comment ça fonctionnait, c'est qu'il y a une première partie dans la cérémonie qui est vraiment la partie plus purge, où ils font des icaros qui sont un peu plus intenses. Puis la deuxième partie, c'est vraiment la partie de célébration. Puis la cérémonie, ça dure toute la nuit. OK? On est juste au début. Donc là, je commence à écouter la musique. Puis là, quelques visions commencent à apparaître. Je sens ma vibration changer, puis l'état altéré, embarqué. Puis une des premières choses qui est remontée à ce moment-là, c'est que je me suis mise à connecter avec l'araignée. Fait que moi qui avais peur que les araignées remontent dans la cérémonie puis que je perde le contrôle, la première chose qui est remontée, c'est les araignées. Puis je vais te lire un passage par rapport à ça. Je pense que je le décris mieux dans mon journal. Donc voilà. J'ai commencé par connecter aux araignées, ma peur de la semaine. J'avais encore des frissons de peur. Je m'imaginais que des araignées me grimpaient dessus. J'ai connecté à l'esprit de l'araignée et j'ai essayé de la comprendre. J'ai essayé de voir son intelligence, puis comment peut-être qu'elle ne me veut pas de mal. Puis momentanément, j'ai eu l'impression de devenir moi-même une araignée. Mes bras devenaient des pattes. J'ai vu comment les araignées sont mal comprises et pourtant si divinement nécessaires et intelligentes. Puis, ayahuasca a plus kick in. Les visions intenses ont commencé et la jungle s'est présentée à moi. Je me suis mise à pleurer. C'était si beau. La jungle connaissait mon nom. Donc, en résumé, la peur des araignées s'est passée très rapidement et j'ai surmonté ça parce que je l'ai juste accueilli puis j'ai réussi à voir comment « Oh, c'est pas si pire les araignées » parce que je connectais avec vraiment l'esprit de l'araignée au-delà de mes peurs d'humaine.
Et à ce moment-là, une fois que j'ai traversé cette première peur-là, il y a vraiment c'est comme si j'entrais dans une jungle. Donc, toutes les visions étaient très, très, très intenses, puis c'est vraiment comme si j'entrais dans une jungle et je voyais tous ces différents animaux de la jungle et tous ces différents esprits de la jungle qui m'accueillaient dans leur univers, puis qui étaient comme « Bonjour, Maëva, on t'attendait ». Puis à ce moment-là, ça a été juste un moment où comme « Oh my God », je me suis mise à pleurer, puis j'ai vraiment lâché prise, où je suis juste entrée dans un monde d'amour. Un monde vraiment, vraiment spécial. Puis d'avoir cet accueil-là par la jungle, puis par ces esprits qui connaissaient mon nom, qui savaient que je m'en venais dans cette cérémonie, puis qui m'accueillaient, ça a été vraiment beau. La médecine attendait ma venue et elle m'a accueillie avec amour et beauté. Je pleurais et je libérais tellement. Je remerciais tout ce support. Merci, merci, merci. J'ai eu de nombreuses prises de conscience et je remerciais à chaque fois pour la leçon. C'était vraiment un moment genre énergétiquement super intense. Puis je me rappelle au tout début, j'ai vraiment eu la réalisation quand j'ai commencé à entrer dans la profondeur de l'expérience, j'ai eu la réalisation de « Oh, je comprends pourquoi mes amis ne pouvaient pas vraiment me décrire c'était quoi l'ayahuasca. » J'ai vraiment eu cette réalisation de comme il n'y a rien qui aurait pu me préparer à ça pour avoir vécu plein d'autres psychédéliques dans le passé. La médecine qui rentre dans mon corps, comment je la ressens dans mon corps, c'est différent de tout ce que j'ai vécu. Donc, j'ai vraiment eu ce moment-là de comme, oh my God, personne ne pouvait me le décrire. Puis j'ai aucune idée comment est-ce que je vais pouvoir expliquer ça à quelqu'un qui l'a pas vécu. Jamais ils comprendront. Puis prise de conscience après prise de conscience, je recevais, je downloadais, puis c'était vraiment intense. Là. Je me sentais comme genre recevoir une genre de chirurgie énergétique où je bâillais, puis je libérais, puis il y avait des choses qui se réajustaient dans mon énergie. C'était très beau. Je pleurais d'extase pure, de gratitude. Puis j'ai commencé à avoir plusieurs leçons, mais c'était tellement en douceur la manière dont on me partageait ces leçons-là par rapport à mon ego, des blessures que je tiens encore, ou des choses que je dois comprendre, puis observer, puis changer dans ma vie. Mais comme je te dis, c'était en douceur. Fait que j'étais comme, wow, je pleurais de gratitude, puis j'étais comme, merci, parfait, parfait, je prends conscience, je vais travailler là-dessus. Je me souviens même, c'était tellement fou, là, de plus en plus, je commençais à entrer dans les visions, puis wow, qu'est-ce que je vivais? Je voyais des méduses, parce qu'il y avait mes deux amies qui étaient là à côté de moi, puis qui étaient elles aussi dans l'expérience, puis je les voyais comme fondre aussi dans l'expérience, puis dans l'extase de ce qui se présentait à nous. Puis je voyais des genres de méduses énergétiques qui étaient là, puis qui venaient comme absorber certaines de nos peurs, puis manger certaines de nos blessures ou de nos croyances limitantes, puis qui nous aidaient à comme s'en défaire, puis à les nettoyer de nous. Il y avait ces êtres-là dans l'énergie qui étaient là à nos côtés, puis connecter avec eux, c'était très spécial. C'était vraiment, vraiment un moment spécial. Et là, j'irai pas en détail parce qu'on va rester là des heures et des heures et des heures, mais prise de conscience après prise de conscience, tout plein de relations dans ma vie sont passées devant moi, puis j'ai comme, wow, compris plein de choses, pardonné plein de personnes. J'ai observé comment certaines relations, je pourrais tellement show up plus dans mon cœur. J'ai beaucoup pensé à ma mère, qui est une des relations que je sais que j'ai encore du travail à faire, puis j'ai encore de la guérison à faire à ce niveau-là pour show up différemment. C'est venu de manière tellement forte, c'est venu avec tellement de prise de conscience. Je me souviens aussi, à un moment donné, il y a ma sœur qui est venue, j'ai ressenti son énergie, puis j'ai pensé à elle, puis c'était juste un drôle de moment parce que j'étais tellement ailleurs, j'étais tellement dans un autre monde, puis à ce moment-là, quand ma sœur est venue dans mon esprit, j'étais juste comme « C'est vrai, j'ai une sœur! Wow, mon humaine, elle a une sœur, mais c'est incroyable! » J'étais comme « J'ai une sœur! » Puis j'étais juste remplie d'amour inconditionnel pour cette relation. Ça a été vraiment, vraiment deep et vraiment beau. Et à ce moment-là, j'étais tellement dans l'accueil. C'était tellement beau. La médecine me traversait. Puis c'était genre, wow, extatique. C'est tellement beau. Je pleurais d'extase, de gratitude. Puis je me suis dit, wow, c'est tellement facile et agréable, l'ayahuasca. Je peux pas imaginer comment certaines personnes disent que c'est difficile. Voir que je pensais que c'était difficile. C'est si facile. Je suis tellement bonne pour accueillir la médecine.
Et c'est à ce moment-là que je pense que l'ayahuasca était comme « OK, tu me fais confiance maintenant? Je t'ai laissé rentrer dans mon univers, puis c'est beau, je t'ai montré comment tu t'es capable de te laisser aller, puis de ressentir tout cet amour. Tu te sens à l'aise? Tu trouves ça facile? Parfait. Maintenant, on va aller dans le vrai travail. Est-ce que tu es prête? » Et là, l'expérience a commencé à changer. Ce qui était quelques minutes avant très beau et de l'extase pure et si facile et tellement une belle expérience a commencé à changer. Et là, j'ai commencé à plus porter attention à le son que j'entendais. Puis à ce moment-là, le facilitateur principal, celui avec lequel je m'étais assise pour vivre quelques jours avant une cérémonie de Kambo, celui que j'avais trouvé si intègre et que j'avais full aimé son énergie puis que je me sentais autant en confiance, était en train de chanter. C'était vraiment juste lui qui chantait, les autres chamans étaient à côté puis restaient silencieux. Tous les autres facilitateurs aussi. Et il avait un genre, je sais pas si c'est c'est pas un accordéon, c'est comme ça ressemble à un accordéon, mais c'est plus avec genre des touches, en tout cas, ce genre d'instrument-là de musique. Et en même temps, il chantait. Mais il chantait, il parlait en espagnol, sauf qu'il faut savoir que mon espagnol est pas si bon que ça, donc je comprenais pas, en fait, je connais surtout sous l'influence de l'ayahuasca, je parlais plus espagnol du tout, là. Et je comprenais pas vraiment qu'est-ce qu'il chantait, mais j'entendais juste le son, puis les vibrations, puis il faisait des genres de bruits d'oiseaux. Il faisait des genres de... puis des petits bruits d'oiseaux, puis il faisait... Ah, oh, ah, oh. Puis là, il chantait juste de cette manière-là. Juste lui, puis le son de genre son accordéon qui fait ce chant-là. Sauf que ce chant a commencé à vraiment m'agresser, puis vraiment pas me faire sentir bien. Puis j'entendais son chant, puis je comprenais pas qu'est-ce qu'il disait, parce que je comprenais pas l'espagnol, mais ça filait comme de la manipulation. Je sentais énergétiquement, là, j'ouvrais les yeux, puis même juste dans mes visions, je voyais son chant, comment il parlait, puis tout est pure énergie là, sur l'ayahuasca, donc je voyais l'énergie, comment elle essayait de pénétrer mon champ énergétique. Puis là, j'ai pas aimé cette énergie-là. J'ai pas aimé de sentir son énergie qui entrait dans la mienne comme ça. Je trouvais ça super agressant. Puis comme je te dis, c'est pas comme si c'était comme des belles fréquences angéliques qui me traversent. Il était comme dans une transe. Je le voyais, j'étais comme, mais voyons non. Il était dans une transe, puis il faisait ce chant-là, parce que bien sûr, sur l'ayahuasca, tous les chamans, tous les facilitateurs consomment aussi la médecine pour qu'on soit tous sur la même longueur d'onde. Je le voyais qui était comme dans une transe, puis qui channelait, il canalisait des êtres. Ça filait comme des genres d'êtres extraterrestres, oiseaux, qui canalisaient au travers de son chant, puis qui transmettaient ça. Puis là, je commençais à me sentir de moins en moins bien. Puis j'étais comme, OK, là, qu'est-ce qui se passe? Là, j'aime vraiment pas ça. Qu'est-ce qui se passe? Puis j'ouvrais les yeux, puis je regardais autour de moi. Puis c'était le moment où tout le monde était juste en mode extase. Tout le monde était comme, genre 30, 40 personnes qui sont là, qui sont juste allongées, puis qui sont de même, là. Puis qui reçoivent, puis ils ont l'air dans la plus grande extase de leur vie. Puis moi, je suis comme, voyons donc, je vois son énergie au gars qui chante, puis comment ça vient pénétrer dans la conscience, dans l'âme, au plus profond. Tout le monde est wide open, complètement ouvert dans leur énergie, puis son chant vient genre tout atteindre tout le monde. Mais ça filait, comme je te dis, pas agréable. Je le voyais comme de la manipulation sur le coup. Je le voyais comme s'il disait des belles paroles, puis tout le monde était comme, ouais, wow, ça file tellement bon. Mais je le voyais comme il bougeait, il venait bouger de l'énergie dans chaque personne, puis il venait comme retirer certaines choses dans leur énergie, puis le prendre pour lui. Fait que là, je suis rentrée dans une immense spirale de confusion où j'étais comme, oh mon Dieu, fuck. Je sais pas comment, mais j'ai manqué de discernement. Je suis tombée dans une cérémonie avec un chaman qui a l'air si bien et si charismatique, et finalement c'est un gros fake, puis il est en train de faire de la magie noire. Ça filait vraiment comme de la magie noire ce qu'il était en train de faire sur le moment, parce que je voyais comme une toile d'araignée là, son chant qui pénétrait la conscience de tout le monde, puis qui reliait tout le monde, puis qui venait tirer de l'énergie de tout le monde. Puis tout le monde, on dirait qu'il n'y voyait que du feu, puis il était en extase. Je regardais mes amis à côté de moi, mes amis faisaient des genres de roucoulements, étaient comme faisait des petits bruits comme ça à côté de moi en extase pure, puis moi j'étais comme
Oh non, je dois sortir d'ici. Oh fuck, c'est la dernière fois de ma vie que je fais de l'ayahuasca. Pourquoi est-ce que j'ai fait ça? Oh fuck. Comment est-ce que je vais me sortir de ça? Puis là, j'essayais juste de combattre son chant puis d'essayer de le pousser, mais c'était tellement dur de pousser ça de mon énergie. J'essayais de pousser son chant puis j'étais comme, oh my god! J'essayais de le pousser puis de toutes mes forces puis c'était dur puis j'y arrivais pas puis il y avait des moments où on dirait que je perdais le contrôle ou c'est comme si je succombais pour de vrai à son chant hypnotique. Puis il y a des moments où, oh, poum, ma tête a tombé en avant, puis je tombais en avant avec mon cou, l'arrière de ma nuque complètement exposé à lui, puis son chant me pénétrait par ma nuque. Puis il y avait des moments où, intérieurement, j'entendais Maëva, faut que tu sortes d'ici, Maëva, réveille-toi, Maëva, faut que tu sortes d'ici. Maëva, reprends contact plus. Je me réveillais, puis j'étais comme, OK. Oh, elle essaye d'aligner une pensée avec une autre, essaye de combattre l'énergie, puis là, poum, ma tête retombait, puis j'étais encore sous l'influence de genre son chant hypnotique. C'était la confusion. Parce que j'étais tellement perdue dans ma peur, puis dans cette spirale de panique, que j'essayais de me reconnecter à moi pour essayer de distinguer, OK, c'est-tu mes blessures qui parlent en ce moment, ou est-ce que non, c'est vraiment ça que je perçois, puis je suis la seule qui est genre consciente de ce qui se passe dans la pièce, puis qui est comme « Hey, guys, wake up! » C'était très dur. J'étais comme « Oh, est-ce que c'est vrai? Est-ce que c'est faux? » La confusion totale. Puis ma conscience, à ce moment-là, me criait de sortir, sors, va dehors. Sauf que moi, je sais pas qu'est-ce qu'il y a dehors. On est où? Je sais pas. Qu'est-ce qu'il y a dehors? On est arrivé au début de la cérémonie dans le noir complet, à tâtons, à trouver la porte, puis à entrer dans cet espace. Fait que moi, dans ma tête, dehors, c'est le noir complet. Dehors, il n'y a rien. Est-ce que je devrais vraiment aller dehors? Est-ce que c'est une mauvaise idée? Puis je vais me perdre là-bas. Qu'est-ce qui se passe dehors? Mais intérieurement, j'entends « Va dehors ». Mon âme est genre « Maëva, va dehors. Maëva, faut que tu ailles dehors. Maëva, réveille-toi, t'es capable. Va dehors. » Je prends mon courage et j'essaie de trouver la force de genre bouger puis de me lever. Je prends mes lunettes. Je prends ma petite lampe frontale allumée sur le rouge. Et j'arrive à sortir dehors sans m'enfarger sur personne puis sans tomber dans les seaux remplis de vomi. Parce qu'à ce moment-là, plusieurs personnes ont commencé à purger un peu. Et j'arrive à trouver la porte, puis je suis comme « Oh my God, OK. » J'arrive à l'ouvrir, puis j'entre dehors, puis je referme la porte. Puis je tourne la tête, et là, c'est comme entrer dans un autre univers. Oh! Il y avait un feu devant moi. Il y avait un grand feu dehors, puis il y avait 3 personnes assises autour du feu. Puis c'est juste au moment où j'ai comme fermé la porte du tipi, je me suis mis à... Je sais que ça a comme atténué le son à l'intérieur, puis le chant, puis j'entendais plus trop. Puis là, j'entendais juste comme le bruit de la vallée sacrée dans la nuit. Dans la nuit noire, tout le ciel qui était rempli d'étoiles, le feu qui avait l'air tellement invitant. Puis sur l'ayahuasca, être en nature, c'est impossible à décrire, mais c'était la plus belle expérience. J'étais comme, oh my God, tout ce temps, il fallait vraiment juste que je sois dehors. Il fallait que je comprenne que c'était correct, c'était la bonne décision de sortir. Donc j'avance, puis je m'approche du feu, puis je m'assois là. Et là, autour du feu, il y a 3 personnes, dont un qui est un facilitateur, que je sais parce que mon ami le connaissait, donc m'avait déjà partagé un peu c'est qui, son nom. Il s'était présenté au début comme étant un facilitateur, puis là, je le voyais dehors. Il s'occupait un peu du feu en silence. Puis là, tout d'un coup, je le vois qu'une personne vient le voir, puis lui demande « Peux-tu m'appliquer un râpé? » Un râpé, contexte, c'est genre de la fine poudre de tabac mélangée à d'autres plantes. Encore là, c'est une médecine ancestrale de l'Amazonie. Et c'est quelque chose qui souffle dans chaque narine, une à la fois. Et ça, c'est très intense, mais ça dure quelques minutes seulement et ça vient vraiment t'ancrer. Ça vient vraiment comme déconnecter le mental, t'ancrer dans ton corps. C'est pas psychédélique en soi, mais c'est très intense. Ça vient vraiment comme te ramener au centre. Mais personnellement, je n'aime pas le râpé. Là, un peu plus aujourd'hui, c'est correct, mais plusieurs fois, mes amis m'en ont appliqué. Mais je trouve ça tellement intense. C'est vraiment comme sniffer du chlore pendant quelques secondes, tellement que ça brûle. Moi, ça me brûle l'intérieur des narines. C'est super désagréable, mais ça disparaît quand même rapidement, la brûlure. Puis après, genre, tu sens plus un état de relaxation te traverser, mais c'est très percutant et intense comme médecine. J'aime moins le genre de médecine comme ça. Fait que là, je vois Ricardo, le facilitateur, qui est là, puis qui applique un râpé à quelqu'un.
qu'une autre personne lui demande de l'aide, puis avec le tabac, il commence à lui souffler du tabac dans son champ énergétique pour faire un soin énergétique sur une personne, puis genre 2 minutes après, la personne se relève, puis genre « Oh my God, merci, j'en avais besoin, ça m'a fait du bien. » Puis genre « Ça fait plaisir. » Moi, j'arrive là, je suis comme « Oh my God, il fallait que je sois dehors, je me sens mieux. » Mais je fais juste comme me placer en petite boule, proche du feu, avec mon gros poncho, et je suis encore dans la confusion. Je suis encore dans « Oh my God, qu'est-ce que je viens de vivre? » Je suis encore dans genre le bad trip de comme « Oh, qu'est-ce qui est vrai? Qu'est-ce qui est faux? C'est-tu mes blessures qui parlent? Comment est-ce que j'ai pas pu voir que Fito, que le facilitateur, il était si mal intentionné? Ou est-ce que c'est moi qui perçois mal les choses? » J'étais vraiment en genre de spirale coincée dans mon mental. Ça allait tellement vite dans ma tête. Fait qu'extrait de mon journal. J'étais allongée en petite boule et je gémissais. Confusion, confusion, confusion. Je me sentais seule au monde. Je sentais toute la souffrance de mon âme. J'avais le mal de vivre. J'ai eu peur de mourir. J'ai eu peur que la mort soit autant souffrance que ça. J'ai eu peur de cette immensité, d'être toute petite dans cet immense univers. Je me suis mis à gémir, à gémir, à gémir. Fait que vraiment, là, c'est une des plus grandes souffrances, je pense, que j'ai vécues de ma vie. Il y avait quelque chose, à ce moment-là, mon âme était comme ouverte dans mes plus grandes blessures, puis je ressentais une souffrance immense. J'étais vraiment comme, oh my God, je veux que ça arrête, c'est horrible. Puis je faisais des petits gémissements, j'étais comme ça, puis il y avait d'autres personnes autour du feu, puis moi, j'étais là, puis j'étais... Mais je m'observais même pas faire ce genre de bruit-là, c'était juste comme... Je gémissais de souffrance intérieure. Puis c'est là que, comme Ricardo m'a plus comme adressé la parole, il a commencé à me parler un peu, puis à essayer d'échanger quelques mots avec moi. Sauf que cet homme-là, Ricardo, parle juste en espagnol, il parle pas anglais, et avec un fort accent espagnol. Puis je te rappelle, je parle pas super bien espagnol, encore moins sur l'ayahuasca. Fait qu'à ce moment-là, je me disais, oh mon Dieu, j'aimerais tellement parler l'espagnol en ce moment. Puis là, il me parlait, puis je comprenais pas qu'est-ce qu'il disait. Il me disait quelques mots, puis j'étais comme, ah. Puis là, j'essayais de lui répondre, genre, puis j'étais juste comme, oh my God, je comprends pas qu'est-ce qu'il me dit. Puis j'essayais, à ce moment-là, je me suis dit, j'ai legit, pendant quelques instants, je l'ai regardé, puis j'ai juste tenté de faire de la télépathie parce qu'on n'arrivait pas à se comprendre. J'ai fini par comprendre qu'il me disait de parler au feu. Il me dit, pose une question au feu, il va pouvoir te répondre. Le feu, c'est un allié. Le feu, c'est ton ami. Fait que parfait, je suis comme, OK, j'ai mis, je suis coincée dans ma tête, puis je parle au feu, puis j'essaie de lui poser des questions, puis lui demander est-ce que c'est réel ce que je vis ou est-ce que c'est mes propres blessures? Confusion. Je comprenais pas la réponse que le feu me disait. Puis c'est là que Ricardo m'a proposé, j'ai réussi à comprendre, il me disait râpé? Est-ce que tu veux que je t'applique un râpé? Il voyait comment j'étais dans ma tête, puis il m'a dit en gros, tu dois sortir de ta tête. Tu dois sortir de là. Tu dois regarder en haut. Il me pointait vers le ciel, vers les étoiles. Il dit, regarde. Il dit, connecte à ça. Rappelle-toi d'où tu viens. Connecte à plus grand. Reste pas coincé dans ta tête. Reste pas là. Connecte au grand tout. Puis j'étais comme, mais quand il me proposait un râpé, j'ai dit, non me gusta râpé. Parce que j'aime tellement pas le râpé, puis j'aime tellement pas la sensation que je préférais rester coincée dans cette confusion totale de mon esprit que de me faire appliquer du chlore dans le nez. C'est pas du chlore, on s'entend, mais la sensation. Fait que j'étais juste allongée dans l'herbe, puis je ressentais l'amour de la terre-mère. C'était la meilleure sensation quand même du monde de juste être couchée contre la terre, puis je la sentais respirer contre moi, puis m'accueillir avec tellement d'amour, avec tellement de douceur. Je la sentais me rassurer, me nettoyer. Sauf que j'étais encore coincée dans ma tête. Fait que là, après un moment, j'ai hésité un peu, puis j'ai fini par lui dire, OK, peux-tu m'appliquer un râpé, s'il te plaît? J'ai dit, mais sois doux, doucement. Fait que je me suis assise, j'ai pris mon courage, je me suis installée droite, il m'a dit, t'es prête? J'ai dit oui, il a pris le râpé, il l'a posé dans ma première narine, dans ma narine gauche. J'ai pris une grande inspiration et il l'a soufflé, quand même doucement. J'ai toussé. J'ai ressenti le râpé comme rentrer dans mon énergie et là, je me suis mis à vomir énergétiquement. J'avais pas vomi depuis le début de la cérémonie, j'avais pas purgé physiquement, mais là, je me suis mis à vomir énergétiquement. Donc, il m'applique ça, puis là, je dois juste... je faisais ça à côté. Puis c'est comme si je vomissais, mais il n'y avait rien de physique
qui sortait rien du tout, mais énergétiquement, je ressentais tout plein d'énergie, plus l'eau, toute la peur que je portais, la confusion. C'est ce genre de blessure-là qui me faisait spiral dans la peur, puis dans des vibrations plus basses. Le râpé, là, comme poum, fait sortir de moi, puis je me suis mis à le vomir dans l'herbe pendant quelques instants. Wow! Juste là, en quelques secondes, à vomir comme ça m'a genre cleané de la confusion dans laquelle j'étais. Je me replace, il faut qu'il fasse l'autre narine rapidement pour équilibrer les deux. Il fait la deuxième narine, la narine droite. Puis là, ouf! Instantanément, ça m'a recentré. Automatiquement, c'était si simple. J'ai retrouvé mon chemin vers la clarté, vers la lumière. Puis à ce moment-là, j'étais comme, oh my God. Le râpé et Ricardo viennent littéralement de me fucking sauver. J'ai juste ouvert les yeux, je l'ai regardé, puis j'ai fait merci. Thank you. Gracias. Wow. Merci. 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 Genre, wow. De sa présence, de comment il me l'a appliqué, comment il était là pour me rappeler, hey, sors de ton mental, puis qui m'a appliqué le râpé. Ça m'a ramené à la vie. Et là, je suis entrée dans la deuxième partie, plus ou la troisième, si on considère que la première, c'était l'expérience agréable, ensuite l'expérience difficile, puis là, ça me ramène à la vie. Donc, plus la troisième partie de ma cérémonie. J'avais juste besoin de m'ancrer, j'avais juste besoin de sortir de mon mental. Puis là, je me sens tellement plus légère. Le mental a fait comme piou, puis il est juste à off, puis je suis en mode juste ressentir avec plaisir l'immensité et la grandeur de ce magnifique univers. Je me suis allongée sur le ventre avec la tête comme ça, tout près du feu, à le regarder. Et là, j'ai juste senti la terre comme purifier tout mon corps. Puis c'est comme si, genre, j'étais vraiment couchée sur le ventre au complet. Puis c'est comme si chacun de mes chakras qui touchaient à la terre venait comme se décharger, se purger, puis se revitaliser d'une belle énergie de la terre. Puis je me sentais comme complètement nettoyée. Je sentais le sol respirer avec moi. Puis là, j'ai compris. Là, j'ai regardé le feu. J'ai commencé à lui poser des questions. Et le feu a commencé à me répondre pour de vrai. Et c'était la plus belle expérience de connecter avec l'élément du feu. J'ai jamais autant connecté avec l'esprit du feu qu'à ce moment-là sur l'ayahuasca. Le feu était vraiment juste comme le plus bel élément, tellement pur, tellement dépourvu d'ego, juste un élément si puissant, pure énergie, un protecteur, un confident. Puis j'ai commencé à lui partager certaines choses que je vivais, à lui poser des questions. Puis c'est comme si vraiment du feu émergeait, la réponse qui venait se déposer dans mon esprit. Puis j'ai commencé à entrer en conversation avec le feu, en me faisant purifier par la terre, en étant allongée contre elle. Puis j'étais juste comme wow, wow, wow. Puis à ce moment-là, il y avait une des filles qui était là que j'avais un peu ignorée parce que j'étais juste tout simplement dans mon expérience, dans ma bulle, qui était là autour du feu, donc juste à côté, installée sur un tronc de bois. Puis qui avait l'air d'avoir quelque chose dans les oreilles, mais je portais pas attention. Puis là, j'ai vu Ricardo, le facilitateur, qui la regardait, puis qui lui a posé une question. Puis là, elle a passé un des petits trucs qu'elle avait dans l'oreille, puis là, il s'est installé, il l'a mis. Moi, je comprenais pas qu'est-ce qui se passait. J'étais juste comme, je restais connectée avec le feu. Puis là, Ricardo est venu vers moi, puis il me fait Je te rappelle, encore là, on parle par télépathie et par son parce qu'on comprend pas le langage l'un de l'autre. Puis il me tend quelque chose. Il me tend un AirPod. Je suis comme, OK. Je comprends pas c'est quoi. Là. Moi, je suis encore sur la médecine de l'ayahuasca dans une cérémonie. Je suis comme, qu'est-ce qui se passe d'un AirPod? Il me dit, tiens, essaye. Je prends un des AirPods et je le mets dans mon oreille. Je le mets dans mon oreille gauche. Et là, du piano et la voix pure d'un homme, genre de la musique, genre classique, douce, magnifique, se met à jouer dans mon oreille. Et c'était la plus belle chose que j'ai jamais entendue de toute ma vie. Puis là, je regarde la fille à côté de moi, que dans le fond, c'est ses AirPods à elle, c'est sa musique qu'elle écoutait. Et je fais juste comme la regarder, puis je me mets à pleurer, les larmes coulent contre mes joues, puis je suis juste comme... C'est tellement beau. Puis cette musique-là, le son de la musique venait me traverser, puis venait me guérir, puis genre traverser toutes les parties plus en souffrance de moi, puis les parties qui avaient plus besoin d'amour, puis cette musique, puis la voix de cet homme, c'était comme le chant d'un ange dans mon oreille, littéralement.
Puis je regarde la fille, puis je suis comme, you're a genius. You brought music? Je suis comme, t'as amené de la musique, mais t'es une génie. T'es une génie. Puis elle était comme, oh my god, merci. Je suis comme, mais je savais même pas qu'on pouvait amener de la musique. C'est la plus belle idée au monde, d'amener ses propres écouteurs et sa propre musique. Puis là, c'est là qu'elle me dit que c'est sa 2e semaine qu'elle était venue la semaine d'avant, puis qu'elle était comme, moi non plus, je savais pas qu'on pouvait amener de la musique, mais je suis déjà venue la semaine dernière, puis j'ai un peu compris comment ça marchait ici, puis j'ai choisi cette fois-ci d'arriver mieux préparée, mieux équipée, puis d'amener ma propre musique. Puis je la regardais, puis j'étais comme... Puis c'était tellement bon, je pouvais pas enlever l'écouteur de mon oreille, c'était juste comme... Oh, ça me traversait, puis là, je bâillais, puis je pleurais, puis je libérais, puis c'était juste les larmes les plus libératrices. Genre, je l'accueillais sans rien réprimer, puis c'était genre... Oh, des vagues de médecine qui passaient en moi, puis des vagues d'amour qui passaient en moi. C'était pur. Puis fait que j'ai regardé la fille, puis j'étais comme, est-ce que genre ça te dérange si je le garde encore un peu? Puis elle est comme, non, c'est bon, vas-y. Ça me fait plaisir de partager la musique avec d'autres personnes, vas-y. Fait qu'elle a un des AirPods, j'ai l'autre dans mon oreille. Puis pendant 5, 6 chansons complètes, je suis juste là à regarder le feu, à tenir le AirPod. Puis à pleurer, à être genre, oh, merci. La plus belle expérience. Autant que, OK, là, on peut faire de la guérison avec des Icaros puis des chants genre gutturaux, là, je comprends le principe. Pour moi, à ce moment-là, j'avais juste besoin de douceur puis d'écouter genre de la musique classique et genre angélique et complètement magique. Et ça m'a ramené à la vie encore là à un autre niveau. Puis à un certain moment, j'ai senti qu'à la fin d'une chanson, parfait, j'ai arrêté de pleurer. Puis je me sentais tellement légère. Puis j'ai senti que, parfait, j'ai terminé avec cet écouteur. Je l'ai juste pris. Je l'ai redonné à la fille. Puis j'ai dit, merci. Genre, t'as aucune idée ce que tu viens de me faire vivre puis de partager avec moi. Merci d'exister. Merci d'être là. Merci d'être un génie puis d'avoir amené de la musique. Puis elle était comme, ça fait plaisir. Elle est restée là quelques instants. Puis elle a fini par, je pense, rentrer à l'intérieur. Puis je suis restée dehors. Puis j'étais tellement bien. Je serais restée là toute ma vie. Avec ce feu, avec la terre. Il y avait certaines personnes qui rentraient, qui sortaient, un petit peu de mouvement, mais on restait toujours genre maximum 3-4 personnes autour du feu. À un moment donné, il y a le chaman qui est venu, le chaman principal, qui est venu, qui est allé comme vomir dans un buisson, puis parce qu'eux aussi sont sous l'ayahuasca, même s'ils la consomment tellement des centaines de fois, ils purgent quand même dessus. Fait que je lui ai dit allô, on s'est regardé un peu. Après, on regardait le feu. Chacun était dans sa bulle. Puis, jusqu'au moment où il y a une autre des facilitatrices qui est sortie dehors, puis qui est venue nous voir, puis qui était comme, OK, il va falloir qu'on rentre. La 2e partie de la cérémonie va maintenant commencer. Fait que là, OK, les gens, ils commencent, ils se lèvent, ils rentrent à l'intérieur, dans le tipi. Puis moi, je reste là, je comprends pas. Je suis comme, oh, dans ma tête, je suis comme, je vais rester là, tu sais. Puis là, elle me regarde, puis elle est genre, va falloir rentrer à l'intérieur. Puis je suis comme, oh non! Je suis encore sur la médecine, puis genre dans l'amour inconditionnel, puis je suis juste comme ouverte par la vie, par tout cet amour. Puis je la regarde, puis je suis comme, non, j'aime tellement ça être dehors, j'aime tellement ça être ici. Puis genre, elle me regarde, elle dit, je sais que t'aimes ça être dehors, ça fait longtemps que t'es là, puis t'as l'air de full aimer ça, mais ça va être important de rentrer pour la 2e partie, puis après, tu vas pouvoir ressortir si tu veux. Fait que là, je la regarde, puis je suis genre, oh, faut vraiment que je rentre. Et comme, ouais. Je suis comme, oh. Ah. Bon, c'est pas grave. Je me lève, je rentre à l'intérieur, je m'installe, puis là, mon amie, quand j'arrive, je me réinstalle sur le petit tapis à côté de mon amie, elle me regarde, puis elle genre, t'es là, t'étais où? Je suis comme, ouais, j'étais dehors. Parce que ça faisait sûrement plusieurs heures là, que j'étais rendue dehors à juste rester dehors avant de rentrer. Et là, bon, ils parlent, ils ferment la première partie de la cérémonie. Et là, on entre dans la 2e partie qui est vraiment la partie plus célébration. Donc, ils se mettent à jouer de la guitare, à chanter. Et c'était vraiment magnifique. C'était la plus belle musique que j'ai jamais entendue de
de ma vie encore là, la musique sous l'ayahuasca, c'est autre chose. Genre, il y avait tellement de musiciens, plein de gens qui jouaient du tam-tam, d'autres plein de la guitare. Il y avait des femmes qui étaient chamanes, qui chantaient avec des hommes. C'était juste comme des magnifiques chants de célébration. On célébrait la vie. Puis chaque personne qui faisait de la musique était sous l'influence de l'ayahuasca. Puis je jouais, là, puis je les regardais, là, puis ils étaient en transe. Là, leurs mains bougeaient sur le tam-tam, sur les cordes de la guitare, leur voix. Ils avaient l'air tout en transe dans un autre monde. Et leur chant, leur musique, c'était genre pur divin. C'était fou, genre comment ils étaient juste en... C'était pas eux qui jouaient de la musique, ils faisaient juste canaliser de la musique puis être un conduit pour le divin qui passait de la musique au travers d'eux. C'était vraiment, vraiment, vraiment spécial et magnifique. Mais là, deuxième partie de la cérémonie veut dire s'il y en a qui souhaitent se resservir puis avoir un autre cup d'ayahuasca, c'est pas mal le moment où tu peux te lever puis tu peux aller en rechercher. Fait que c'est vraiment sur base volontaire, si tu veux, personne n'est obligé à rien. Mais là, j'ai vraiment hésité. Là, je suis rentrée dans un moment où la médecine avait vraiment descendu. J'étais plus dans les grosses visions que j'avais au début. Ça faisait plusieurs heures aussi. On se rappelle, j'ai traversé un moment super difficile. J'ai réussi à retrouver mon chemin à moi. Fait qu'une partie de moi, j'étais déchirée intérieurement. Une partie de moi était comme, OK, je sais que ça serait bénéfique pour moi d'aller peut-être au fond de cette blessure-là ou de ce trauma-là qui est remonté tantôt, qui m'a fait perdre le contrôle. Fait que de reprendre une autre cup puis d'aller le revisiter à un niveau plus profond. Mais en même temps, j'étais comme, j'ai peur de me reperdre à nouveau là-dedans, puis d'encore là, reperdre le contrôle, puis de pas savoir comme l'observer sans y réagir, puis sans me laisser envahir. J'ai peur aussi que ça soit pas le moment pour moi de process ces grosses blessures, parce que surtout là, on entre dans le mode où tout le monde se met à plus célébrer. La musique est très différente. Il y a du monde qui se lève, qui peuvent danser sous la musique. Imagine, moi, si je prends un deuxième cup puis je retombe dans mon genre enfer intérieur, je me sens pas... On dirait que je sens plus que c'est l'énergie ou que c'est la vibe ou que je sais pas si les facilitateurs vont vraiment être disponibles pour être là puis m'aider si j'en ai besoin. Je ressens qu'il y a peut-être trop de personnes pour le genre de travail que j'ai à faire. Fait que j'ai l'impression que comme, j'hésite. Puis je me dis, gars, je vais pas me resservir. Ça va juste être ce petit cup-là que j'ai eu au début, que c'était parfait en masse pour moi, finalement. Il y a eu plein de leçons. J'ai tellement à intégrer de cette expérience-là. Je préfère intégrer après à jeun, hors de la cérémonie, comprendre qu'est-ce qui s'est passé, guérir ces blessures-là, puis éventuellement, dans le futur, revenir m'asseoir avec l'ayahuasca dans une énergie différente, puis plus prête à affronter ces difficultés-là à l'intérieur de moi. Fait que c'est ça. Fait que la cérémonie l'énergie, en tout cas, commence à s'estomper pour moi de plus en plus, mais je reste là, je reste super dans l'amour, super consciente. Ça me tente pas de me lever puis de danser, je ressens pas l'appel, mais je bouge sous le son de la musique, je me laisse transporter par elle, puis je médite. J'ai mon amie qui se resserre, elle qui reprend une deuxième tasse, qui rentre à nouveau pour plusieurs heures la profondeur de l'expérience. Et moi, je reste là jusqu'aux petites heures du matin où il commence à fermer la cérémonie. Après, il y a un gros cercle de partage, donc chaque personne partage, les chamans aussi partagent. Grosse introspection, puis partage de nos expériences. Juste, les partages, ça a duré 3 heures. En gros, on est sorti de là, il était midi ou 13 heures, ça faisait 17 heures qu'on était dans cette cérémonie. 17 heures que j'ai pas dormi de la nuit, que j'étais dans cette cérémonie-là, puis que j'ai vécu toutes les montagnes russes possibles dans cette expérience. Et donc, on ferme la cérémonie, on sort, c'est le gros soleil, on réarrive en ville avec mes amis, on a tellement faim, on décide d'aller se prendre un petit repas vite, puis après, rentrer à la maison. Puis l'introspection que j'ai réussi à faire après, en parlant avec mes amis, en leur partageant l'expérience, où j'étais comme, là, faut que vous m'expliquiez, là. Le chant d'oiseaux là, qui faisait, moi, ça m'a traumatisée, ça m'a fait spiral, puis mes amis étaient comme, hein? Maëva, c'était tellement beau ce qu'il disait, puis j'étais comme, oui, je parle pas espagnol, je comprenais pas, puis il était comme, Maëva, il chantait une prophétie. Il parlait d'une prophétie, puis genre d'un nouveau monde qui est en train d'être créé, puis de genre des travailleurs de lumière qui sont là pour s'éveiller, puis élever la fréquence de la planète, puis la guérison que chacun doit faire. C'était genre une magnifique prophétie qui chantait, qui parlait au travers de ce chant-là. Puis mes amis m'ont dit,
Pour nous, c'était genre la plus belle, le plus beau moment de la cérémonie. C'était extatique, sa voix nous traversait, puis c'était genre, on pleurait d'extase tellement que c'était beau, ses mots, puis qu'est-ce qu'il disait, puis c'était magnifique. Puis là, j'étais comme, oh my God, j'ai pas vécu la même expérience du tout. Mais c'est vraiment là qu'à jeun, j'ai pu refléter sur vraiment prendre du recul, puis vraiment m'ancrer, puis comprendre, OK, qu'est-ce qui s'est passé pour de vrai? C'est-tu vraiment moi qui avais mal lu son énergie, puis le facilitateur qui faisait de la magie noire sur tout le monde, ou est-ce que c'est moi qui était activé dans certaines blessures, puis qui a mal interprété l'énergie de l'expérience? Donc, voici ce que j'ai écrit, une portion de mes nombreuses pages écrites dans mon journal après la cérémonie. Même si j'ai eu peur durant, même si je me suis dit « plus jamais je veux faire d'ayahuasca », je sais très bien que je vais en faire et que ce n'est que le début de mon cheminement avec cette médecine. Ça a été exactement ce dont j'avais besoin et ça a répondu à mon intention. Puis vers la fin, j'ai réalisé comment Fito, l'homme qui chantait, avait en fait éveillé mes plus profondes peurs et blessures avec son chant sacré. Son chant essayait de me traverser pour me guérir, pas pour m'attaquer. Mais c'est ma blessure la plus profonde, celle reliée au masculin, au père, à l'homme. La peur qu'un homme prenne avantage de moi, s'immisce dans mon énergie et prenne avantage de moi, de ma pureté, de mon intimité. C'est ce qu'il y a le plus proche de mon âme en tant que blessure. Puis je veux justement pas laisser un homme m'atteindre comme ça puis pouvoir me faire du mal à ce niveau-là. Fait qu'à ce moment-là, sans aller trop en profondeur là-dedans, c'est un petit peu personnel, mais à cause de blessures que je portais par rapport au masculin spécifiquement, ou dans mon passé, je me suis absolument sentie attaquée physiquement, énergétiquement par l'homme, par le masculin. J'avais des blessures non réglées par rapport à ça, que je pensais que j'avais travaillé là-dessus, mais c'est ressorti à un autre niveau durant l'ayahuasca. Puis c'est ça qui a été activé par cet homme-là qui chantait que oui, son chant essayait de traverser ma conscience comme il traversait tout le monde dans la pièce, mais c'était pas d'une attaque, c'était pas de la manipulation, c'était pas de la magie noire, c'était pour guérir, c'est pour le but d'un Ikara, c'est que le chant pénètre dans le champ énergétique au plus profond de la personne pour activer la médecine. Mais moi, quand j'ai senti son énergie venir vers la mienne, c'était tellement imposant, c'était tellement fort, c'était tellement puissant, c'était tellement masculin que c'est venu activer mes blessures en lien avec ça. Puis tout de suite, je suis rentrée en mode attaque, il faut que je me défende, il faut que je me protège de ça. Puis ça a activé justement mes peurs les plus profondes à ce niveau-là où je voulais pas baisser ma garde, je voulais pas être vulnérable, j'avais tellement peur d'être faible et qu'on prenne avantage de moi. Fait que c'est pour ça que j'ai pas été capable de me laisser aller et que j'ai réagi aussi fortement. J'ai noté « Fito est un homme médecine intègre. Son chant, son Ikaros est venu activer ma blessure. Puis dans ce trauma activé, je l'ai vu, lui, au travers de mes propres distorsions et de mes propres peurs. Il a donc joué le rôle du bourreau pour me permettre de prendre conscience de ce trauma. C'est une opportunité de guérison. Ça fait depuis toujours que je sais que je dois travailler sur cette blessure, que c'est ma blessure la plus profonde, la plus proche de mon âme, mais que je repousse un peu le travail, que j'ai peur de jamais y arriver. Des fois, ça paraît comme une immense montagne. Mais aujourd'hui, je sens que je suis rendue là, que je mérite d'être épanouie à ce niveau. Puis encore là, c'était en plein avec mon intention. Je suis rentrée dans cette cérémonie avec l'intention de guérir au niveau le plus profond, de prendre conscience de ce que j'évitais le plus, puis de devenir le canal pur que je dois être pour ouvrir mon cœur au niveau que je sais que je suis capable de l'ouvrir. Puis c'est ça, c'est pas mal ces plus grosses blessures qui sont des fois dans le chemin de cette pleine expansion de mon énergie. Fait que c'est exactement ça qui est remonté, c'est ça que la médecine m'a montré que je dois travailler, que je dois libérer si je veux atteindre qu'est-ce que je veux atteindre. Fait que c'était vraiment... Tout s'est passé exactement comme ça devait se passer. Puis une autre réalisation que j'ai eue, que j'ai notée, je suis tellement forte seule. Je fais beaucoup de guérisons de mon côté. J'avance bien. Mais je guéris encore mieux quand je me permets de recevoir du support. Je suis si bonne pour montrer la lumière aux autres. Mais parfois, moi aussi, j'ai besoin de piliers pour me supporter. Je l'ai découvert dans cette cérémonie, comment ensemble,
on est plus fort et on va plus loin. Ça a été huge parce que juste par exemple, la fille autour du feu avec sa musique, comment elle a apporté quelque chose à mon expérience que comme sans elle, ça n'aurait pas été la même chose. Sans son partage de cette musique, ça a été un moment tellement healing, je vais m'en rappeler toute ma vie. Puis Ricardo, aussi au bord du feu, qui a été là pour me supporter, me rappeler de sortir de ma tête, m'appliquer un râpé, puis m'aider à retrouver mon chemin vers la lumière. C'est pas toute seule que j'ai réussi à faire ça. J'arrivais pas toute seule, j'étais coincée dans ma propre tête. Mais d'avoir un pilier qui, lui, était capable d'incarner la lumière à ce moment-là, puis qui a été capable de me ramener vers ma propre lumière, ça a complètement changé l'expérience. Fait que comment ensemble, on va tellement plus loin, puis c'est assez puissant. Puis il y a un autre truc assez drôle. Quand je partageais l'expérience après avec mon amie, puis qu'est-ce qu'on a vécu, elle m'a partagé comment, Maëva, j'ai tellement eu peur, je t'ai vu disparaître, je t'ai vu sortir dehors et t'es jamais rentrée. Pendant des heures, t'es restée dehors. Je comprenais pas t'étais où. Elle est allée voir une des facilitatrices à l'intérieur, puis elle était genre full sous l'influence de la médecine, mais genre l'amie en elle, la bonne amie, genre pris le dessus, puis elle est allée voir la femme, puis elle était comme elle, comme elle lui disait en espagnol, genre la fille avec les cheveux roses, elle est où? Est-ce que tu l'as vue, mon ami? Puis la facilitatrice, qui était déjà sortie dehors plusieurs fois, fait qu'elle m'avait vue, genre, elle lui disait, ton amie, elle est correcte, elle va bien. Puis, mais parce que mon amie Caro me disait, Maëva, dans ma tête, il y avait rien dehors quand on est arrivé, c'était le noir, genre, t'étais perdue, t'étais allée te perdre dans la forêt, puis comme perdu sur la médecine, puis t'avais besoin d'aide, là, puis t'es jamais revenu. Fait que j'avais tellement peur, puis à chaque fois, la facilitatrice était comme, non, elle va bien, je te rassure, elle va bien. Puis Caro était comme, mais j'y crois pas, comment est-ce qu'elle sait qu'elle va bien? Puis mes amis sont jamais sortis dehors. Fait que quand je leur ai dit, non, mais il y avait un feu dehors, puis il y avait d'autres facilitateurs, puis c'était magnifique. Ils étaient comme, oh mon Dieu, on n'avait aucune idée qu'il y avait un autre univers dehors. On pensait que t'étais totalement perdu. Fait que pendant que mon amie était à l'intérieur en train de genre paniquer un peu, de comme, où est-ce que Maëva est? J'espère qu'elle est correcte. Puis elle essayait d'enjoy son expérience sans trop penser à moi, tu sais, puis à faire confiance que comme, il va m'arriver ce qui m'arrivera, mais elle aussi, il faut qu'elle vive son expérience, tu sais. Puis l'autre, anyway, la rassurait que tout était correct. Moi, j'étais là dehors, en train de genre parler au feu, puis de recevoir des réponses, puis d'être comme Pachamama à la terre, puis j'étais si bien. Puis la femme, justement, qui est venue me chercher pour me dire, faut rentrer. C'était la facilitatrice, justement, que mon amie était allée voir. Puis elle était comme, non, elle est correcte, ton amie, elle est très bien dehors. Puis moi, j'étais comme, je veux pas rentrer, je suis tellement bien ici, s'il vous plaît, est-ce que je peux rester plus longtemps? Fait que ça, c'était quand même drôle. Fait que j'ai eu 1 million de réalisations après cette cérémonie. Mon journal est rempli de genre plein de prises de conscience, plein de choses qu'il fallait que je change dans ma vie. Ça va vraiment, vraiment, vraiment deep. Mais ce que j'ai compris aussi, c'est que ça n'a pas été possible pour moi de transcender les blessures que j'ai compris après, qui étaient remontées dans la cérémonie. Sur le coup, j'étais trop fragmentée. C'était trop intense comment c'est remonté, puis c'était comme si c'était pas l'espace pour genre, non seulement en prendre conscience, mais ensuite le guérir, puis le traverser, puis comme m'en libérer. Il fallait que je vive ça de cette manière-là, puis que l'ayahuasca venait me montrer le chemin que j'avais à faire, mais le vrai travail pour moi a vraiment commencé après la cérémonie. La cérémonie, ça m'a montré plein de travail que j'avais à faire, plein de trucs que je portais. Puis le vrai travail, ça a été après, quand j'ai entamé le vrai chemin de guérison, où j'ai commencé à intégrer les leçons. J'ai commencé à faire du travail sur moi pour, OK, vraiment là, aller à la rencontre de ces blessures-là que j'avais pas libérées, puis faire mon chemin pour les libérer. Faire mon chemin pour comprendre qu'est-ce qui est là, comment est-ce que je peux déplacer cette énergie, réancrer la sécurité dans mon corps. Fait que l'ayahuasca m'a ouvert des portes, m'a montré tellement de choses sur moi. Mais le vrai travail, c'est après qu'il faut le marcher. Puis ça a été une expérience très, très puissante, même si ça a été très dur à un certain moment. C'était exactement ce qu'il fallait que je vive. Et ça a été très puissant comme expérience pour moi de toucher le fond comme ça, de me perdre totalement dans ma conscience, de me sentir tellement fragmentée, tellement perdue en moi et de réussir à retrouver dans la même cérémonie mon chemin vers la lumière. C'est l'ultime expérience de genre
reprendre mon pouvoir. Aujourd'hui, je sais que genre si j'ai vécu ça, peu importe qu'est-ce qui va arriver dans ma vie ou dans d'autres expériences avec des médecines psychédéliques, je vais toujours retrouver mon chemin. Je le sais. Je me suis prouvé que j'ai réussi à être complètement perdue, complètement fragmentée, puis à quand même retrouver mon chemin vers la lumière. Fait qu'aujourd'hui, 8 mois plus tard, après cette cérémonie, j'ai tellement intégré de choses, tellement évolué, plein de blessures justement que je portais, que j'avais pris conscience que je porte plus aujourd'hui. Mon énergie a vraiment changé. J'ai réaligné plein de choses dans ma vie suite à cette cérémonie-là. J'ai intégré plein de prises de conscience, puis j'ai fait plein de changements dans ma vie personnelle, dans mes relations, dans ma business. J'ai mis fin à des gros projets. J'ai commencé d'autres nouveaux projets beaucoup plus alignés. Fait que j'ai vraiment vécu dans les mois qui ont suivi un gros réalignement à mon âme, puis réaligner toutes les sphères de ma vie à mon âme. Ça n'a pas été facile. Ça a sûrement été la partie la plus difficile de cette expérience. C'est de vraiment prendre des décisions vraiment pas faciles puis vraiment inconfortables par la suite pour mettre fin à certains chapitres puis en ouvrir des nouveaux. Là où la médecine m'a montré certains aspects de moi qui n'étaient pas super en alignement, pas 100% en intégrité, puis qu'il fallait que je change X, Y, Z dans ma vie pour me réaligner. Une autre mention importante, c'est que je suis vraiment heureuse de m'être donné l'espace après ma cérémonie pour intégrer. Puis si jamais j'ai à refaire de l'ayahuasca dans ma vie, ça va être la même chose. C'est tellement une expérience qui est profonde, puis qui t'ouvre ta conscience à un autre niveau. Tu veux pas le lendemain retourner au travail, ni une semaine après, retourner à ta routine, puis dans ton train-train. Ça, faut vraiment te laisser du temps pour intégrer. Moi, les semaines qui ont suivi, j'étais au Pérou avec mes amis à juste comme, même pas travailler, à juste comme vraiment prendre ce relax. Fait que je suis vraiment contente d'être restée au Pérou quelques semaines après la cérémonie pour continuer de juste comme intégrer, rester vraiment connectée avec l'énergie du Pérou, avec la nature, tu sais, comme j'étais pas en mode touriste à genre à essayer de tout aller visiter puis de courir partout. J'étais vraiment dans un voyage chamanique. Puis j'étais là pour juste journey avec différentes médecines, puis travailler sur moi. Fait que je passais beaucoup de temps à intégrer, à juste des fois être comme couchée au gros soleil sur genre une montagne, les seins nus avec mes amis à côté en train de manger des mangues fraîches et des fruits, puis juste comme se laisser dorer au soleil, regarder les nuages et contempler la vie. Et je suis extrêmement contente d'avoir vécu ça puis de m'être laissé cet espace-là. Je pense que ça aurait été vraiment brutal si quelques jours après la cérémonie ou même juste une semaine après, je retournais au Québec puis je revenais dans ma vie. Il m'a vraiment fallu du temps pour genre me déposer, intégrer tout ça puis revenir au Québec avec une énergie très différente puis vraiment avec déjà une petite partie du travail d'intégration de fait. Est-ce que je vais en refaire de l'ayahuasca? Je pense que oui. Mais encore là, je vais attendre l'appel. Puis si j'ai tellement intégré en genre... Tu sais, ça m'a pris 7-8 mois, là, intégrer pas mal toute de cette cérémonie-là. Fait que si j'y retourne, ça va être quand elle va me réappeler à nouveau. J'ai l'impression que oui, dans ma vie, en tout cas, je vais sûrement me réasseoir avec elle puis retourner apprendre avec l'ayahuasca. Puis mon opinion, c'est que, un, c'est pas pour tout le monde. C'est jamais pour tout le monde, ces médecines-là. Deux, ça demande beaucoup de préparation. C'est pas à prendre à la légère, c'est pas à faire n'importe comment. Ça demande beaucoup de préparation mentale. C'est l'expérience que je te décris. J'ai médité des centaines et des centaines d'heures dans ma vie. C'est pas mon premier rodéo. J'ai beaucoup d'expérience à naviguer ma conscience à des niveaux profonds et pourtant, j'ai quand même vécu une expérience qui a été difficile à un certain moment, malgré toute cette préparation-là. Fait que, en tout cas, selon moi, si tu n'as jamais travaillé avec des plantes sacrées, selon mon avis personnel, tu ne devrais pas commencer avec l'ayahuasca ou y aller en premier. Après, il y a plein de personnes qui font ça. Il y a plein de personnes qui n'ont jamais vécu d'autres expériences psychédéliques qui vivent une expérience avec l'ayahuasca et qui le vivent très bien. Personnellement, je suis contente de ne pas avoir commencé avec ça. Puis l'important, c'est vraiment de choisir la bonne place. Le bon chaman. On s'en fout de au pire dans quel pays tu le fais ou selon les traditions, mais si t'es pour le faire à quelque part, au moins dans cet endroit-là, il faut vraiment que tu trouves la meilleure place avec des vrais facilitateurs qui vont être là pour te supporter. Puis surtout que tu saches comment naviguer cet espace-là cérémonial, comment protéger ton énergie, comment naviguer ton monde intérieur. Si c'est plus difficile, puis le plus important, comment intégrer après. Parce que je l'ai vu à plusieurs reprises dans des communautés spirituelles, plein de personnes qui font de l'ayahuasca plein de fois. J'ai rencontré du monde au Pérou qui ont fait de l'ayahuasca plus de 200 fois. 200, c'est beaucoup, là.
Vraiment beaucoup. D'autres qui en faisaient genre chaque semaine pendant vraiment longtemps, puis pourtant sont pas... ils lévitent pas du sol, là, ils ont pas ascensionné, là, ils sont très coincés dans des gros patterns de leur ego, puis plusieurs parties de leur vie est encore super pas alignées, puis je suis comme, mais qu'est-ce que tu fais, genre, qu'est-ce que t'apprends? Ça a clairement pas changé ta vie faire 200 fois de l'ayahuasca. Qu'est-ce que tu fais à juste comme consommer l'expérience? Il faut vraiment réaliser que c'est pas l'expérience qui change ta vie, c'est ce que tu fais après, c'est qui tu choisis d'être en sortant, puis comment est-ce que tu choisis d'intégrer les leçons. Fait que c'est pas une expérience à consommer pour escape sa réalité. Selon moi, après une cérémonie seulement, t'as beaucoup de travail pour un bon bout de temps. Puis c'est pas une question de temps non plus, ça prend X nombre de temps pour intégrer une cérémonie. C'est juste à quel point t'avances profondément et vite. Et ça peut être différent pour chaque personne le temps, mais il y a des enseignements que tu dois intégrer. Fait que le chemin pour moi de travailler avec des plantes sacrées, avec des psychédéliques, ce n'est pas pour tout le monde. C'est un chemin que selon moi, ça t'appelle de manière peut-être inexplicable. Pour d'autres personnes, ils vont jamais cheminer sur ce chemin-là, puis ils vont faire du développement personnel de manière très différente, puis c'est absolument correct, il existe tout plein d'autres outils. Mais si toi, tu ressens l'appel, que ce soit les champignons magiques, le cannabis, l'ayahuasca, plein d'autres de ces plantes esprits, si tu ressens l'appel de travailler avec eux, de la manière dont moi je décris, donc de manière vraiment consciente, cérémoniale, de recevoir leurs enseignements pour te permettre de vraiment évoluer et te transformer. Si tu veux comprendre la technologie, l'esprit derrière ces plantes, j'ai créé un cours qui s'appelle Psychonautes et qui est pour moi genre le résultat d'années et d'années d'exploration de l'invisible, d'exploration d'états de conscience altérés avec tout plein de plantes esprits différentes et ce qui est pour moi le résultat aussi de genre ma propre perspective de voyante puis de travailleur énergétique de qu'est-ce qui se passe énergétiquement quand on interagit avec ces plantes-là, comment est-ce qu'elles agissent sur notre conscience, puis qu'est-ce qui se passe dans un espace cérémonial. On s'ouvre à d'autres mondes, on ouvre notre énergie à d'autres mondes dans l'invisible, à d'autres esprits, d'autres présences, des fois bienveillantes, des fois moins bienveillantes. Il faut savoir comment naviguer ces mondes auxquels on s'ouvre, que ce soit parce que tu travailles même dans des espaces cérémoniels avec des chamans, avec d'autres personnes, ou que tu fasses tes expériences en mode psychonaute de ton côté. Ça demande de savoir comment tenir la posture intérieure. Donc, c'est vraiment ça que j'enseigne dans mon cours Psychonaute. Donc, si ça t'intéresse, le lien est dans la description pour t'inscrire. C'est vraiment genre le guide complet où j'enseigne vraiment en profondeur comment travailler avec les différentes plantes esprits, comment comprendre leur rôle, comment comprendre comment est-ce qu'ils vont travailler différemment sur ton énergie puis sur ta conscience, comment protéger ton énergie dans ces espaces, comment te préparer avant, pendant, comment ne pas te perdre si tu spirales dans la peur, comment te ramener et t'observer, puis le après, vraiment, comment pour de vrai intégrer ces expériences pour pas que ça devienne juste une belle histoire à raconter, mais pour que ça devienne réellement une expérience qui peut vraiment transformer ta vie à un niveau profond. Fait que c'est pas un cours où je te dis quoi consommer, où je t'incite à consommer, où je te parle de comment consommer les quantités. Je ne parle pas de ça, c'est pas le sujet du cours. Anyway, c'est le genre d'information que selon moi, tu peux trouver partout sur Internet, sur Reddit de nos jours. C'est pas ça qui manque. Ce qui manque, je trouve, de nos jours, c'est que plein de personnes parlent de plantes psychédéliques, mais personne enseigne vraiment l'aspect énergétique derrière, comment les utiliser comme des technologies d'expansion de conscience qu'elles sont vraiment. Comment entrer en contact avec l'esprit de la plante pour communiquer avec cet esprit-là, même à jeun, même sans prendre la substance du tout. Puis comment communiquer avec elle, recevoir ses enseignements, puis les intégrer, protéger son énergie, naviguer l'espace, tout ce que j'ai nommé, vraiment la posture intérieure à avoir. Parce que c'est pas la plante qui te transforme, c'est pas la plante qui change ta vie. Les plantes sacrées nous ouvrent des portes, nous montrent des choses sur nous-mêmes. Mais après, c'est qui tu es quand tu entres dans ces espaces-là. C'est comment est-ce que tu es capable de tenir ton énergie, de placer tes intentions et comment est-ce que tu navigues. Vraiment, l'approche là, intérieure, ça prend un mindset très, 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 très spécifique quand tu entres dans ces espaces-là pour ne pas te perdre et pour au contraire retrouver ton chemin de manière encore plus puissante. Fait que c'est vraiment ça que je veux t'enseigner puis te partager mes enseignements les plus profonds dans Psychonautes. Donc, si ça t'intéresse, le lien est dans la description. Tu peux toujours venir m'écrire si tu as des questions.
sur ce cours, à savoir si c'est pour toi. Et si jamais tu veux en entendre parler un peu plus sur le sujet, va écouter mes derniers épisodes, notamment sur le cannabis et mes expériences avec ça, comment c'est, selon moi, le psychédélique le plus sous-estimé. Puis j'ai un autre épisode sur mes expériences différentes avec d'autres psychédéliques. Donc, si t'en veux plus, il y en a plus sur mon podcast. Ouf! Quel gros épisode! Si tu as écouté jusqu'au bout, laisse-moi savoir dans les commentaires, laisse-moi savoir tes impressions. J'espère que tu as apprécié cet épisode, que tu as apprécié mon récit, que tu as pu apprendre quelques petites choses ou que j'ai pu te faire voyager au travers de ma propre histoire et de ma propre expérience. Merci d'avoir été là. Merci pour ton écoute. Abonne-toi pour ne pas manquer les prochains épisodes et viens me suivre sur Instagram, Guide Cosmique, pour plus de contenu. Sur ce, je vais aller boire ma tisane et aller calmer ma voix parce que j'ai tellement parlé, on dirait que je suis en train de perdre ma voix. Et on se dit à très bientôt dans un prochain épisode du podcast Guide Cosmique. Bye!